et bienvenue. La France est donc championne du monde, un succès en finale 4-2 contre la Croatie. On va vivre ce moment ensemble, historique un peu partout en France, mais également à Moscou, où nous retrouverons nos envoyés spéciaux, Pierre Miguet qui piste les supporters, et Guillaume Dufy donc qui a regardé comme vous évidemment le match, mais évidemment du stade. Les Champs de Mars, on y sera, les Champs-Élysées, on y sera, on est un petit peu partout, et le studio de l'équipe. Coucou mes amis. Petit tour de plateau juste pour prendre un petit peu le pouls comme ça de nos invités chroniqueurs et présidents, Johan Micou, Paul Le Guen, notre chroniqueur vintage Olivier Rouillet, Dave Apadou et Étienne Moati. Content, rassuré, renfrogné, quelle est votre humeur ce soir? Paul, vous avez l'œil clair, le sourire limpide, tout va bien, mon menhir. Oui, fier d'être champion du monde. Fier. C'est trop chaud. Olivier, Olivier a une poussée de fièvre. Voilà. Ah, j'ai trop chaud. Vous avez trop chaud. Ok. Ah, il est beau. Il y en a, j'ai les montées de chaleur, on sait ce que c'est. Étienne Moati, vous avez raison parce qu'on va noter les joueurs. Vous avez bien fait d'avoir. Tout le monde aura 10 évidemment. J'ai vu avec Johan Micou quelle note on doit mettre. Il m'a dit 10 à tout le monde. 10 à tout le monde. Compte Twitter de l'équipe du soir, nous allons noter évidemment les acteurs de cette rencontre. Dave Apadou, Joe Micou, oui, ça va, tout va bien. Bon, les titres de champion du monde, on l'a tous les 20 ans. Ouais, bien sûr. Pour lui, c'est la gloire et le succès. Pour Johan Micou, c'est la routine. C'est l'ordinaire. Voilà. Franchement, une vieille habitude. Regardez toutes ces images, évidemment, les Français font la fête et nous allons la faire ensemble, revenir sur cette rencontre. On va passer, tiens, au sondage du soir. Pour ce sondage du soir, je vais citer les grands auteurs. Oui, Thierry Roland, il y a 20 ans, nous disait « Est-ce qu'on peut maintenant mourir tranquille ?» C'est le ça, sondage le du sondage. soir. Mais Compte Facebook. pas trop vite quand même, ou pas trop tôt. il a Mais dit pas quand même. trop vite et le plus tard possible. Donc on cite Thierry Roland, les grands auteurs. Est-ce qu'on peut maintenant mourir tranquille? Le sondage du soir, oui ou non, compte Facebook de l'équipe du soir. Et cite l'équipe. La promo sur Twitter, vous pouvez évidemment nous poser des questions. On est ensemble pendant toute la soirée. Et c'est parti mon ami. On va regarder peut-être quelques images et les images de la rencontre de France-Croatie. On va basculer sur le plateau mes amis. Et un succès donc. Et juste avant, on avait le replay des pronos. On va le faire plus tard. Question, les Bleus sont champions du monde. Est-ce pour vous un sacre inouï? Est-ce que c'est inouï ce qu'on vient de vivre aujourd'hui? Oui ou non et pourquoi? Évidemment que c'est inouï. D'abord, avant le démarrage de la compétition, on ne va pas se cacher, on avait quand même quelques doutes, vu les matchs de préparation, vu la difficulté qu'avait l'équipe de France à trouver un style de jeu, à trouver un esprit collectif et une créativité collective. Alors on n'a pas tout résolu, mais on est rentré dans la compétition de manière compliquée, mais au fur et à mesure, on a trouvé cette identité. Alors cette identité, elle ne plaît pas à tout le monde, c'est une identité plutôt défensive d'une équipe qui contre, mais qui a su contrer très bien pendant toute cette compétition et qui a des talents individuels qui ont fini par la faire gagner. Mais franchement, on n'avait aucune garantie, donc c'est inouï parce qu'on n'y croyait pas complètement, et c'est inouï parce que c'est juste formidable d'être champion du monde. C'est inouï par définition, être champion du monde. C'est un titre qui, même certains des plus grands joueurs de l'histoire, et même des plus grandes équipes de l'histoire. On en a là des plus grands joueurs de l'histoire autour de la table, ils sont pas tous. Et ils sont pas champions. Imagine. Non, mais compte tenu de la classe de nos joueurs, moi je trouve pas ça inouï, je trouve pas ça inattendu. Je trouve pas ça, c'est évidemment extrêmement difficile à obtenir, mais je l'avais dit en début de la compétition, je trouvais qu'on devait assumer le statut de favori. Donc quand on est parmi les favoris, un titre ne devient pas inouï. Mais ça rend très fier et ça rend très heureux. Mais inouï, c'est quelque chose de fort quand même. Non, mais là où du groupe que l'on a. Je suis d'accord, mais par exemple, regarde, depuis 2002, le Brésil a eu des très grandes équipes parfois. Et pourtant, ils n'ont pas rejoué même une seule finale. L'Espagne, elle a été dominatrice avant et après son titre, pourtant elle n'a pas réussi à reproduire ce qu'ils ont fait en 2010. En 2010. Je sais bien, mais regarde, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement dur. J'ai dit que c'était extrêmement dur. Voilà, mais c'est hautement pour ça que j'ai dit improbable. bravo Deschamps, bravo les joueurs. Mais inouï, c'est quand même. Et une équipe aussi jeune. Oui, mais c'est pour ça. Par rapport à d'une équipe aussi on jeune peut mourir cette année, tranquille, on peut être champion avant de redevenir champion avant de mourir tranquille. Non, vous voteriez non à ce sondage du soir. Olivier Rouillet, Johan Micou, pour vous c'est un sacre inouï? Pour moi oui, puisque je n'avais pas du tout mis l'équipe de France comme favori, donc ça l'est évidemment. On a vécu un moment assez fou, quoi. C'est des moments forts que l'on vit. Pour répondre à votre question, moi je suis vieux,
Donc, pas trop vite quand même pour le sondage. Non. Moi, il y a 20 ans, j'avais 42, là j'en ai 62, c'est bien. Mais bon, c'est inouï, quoi, c'est génial. Puis moi, quand je regarde ces images de bonheur, ça fait que ça va faire du bien à la France. Jo Miko. Oui, bonsoir. Sacré Louis ou pas? Oui, moi je n'étais pas comme Paul, je ne les mettais pas dans les favoris, je mettais juste un petit peu en dessous, mais vraiment un vrai outsider. Maintenant, vu les 3 premiers matchs de poule, moi j'étais plutôt inquiet, je l'ai dit sur ce plateau. Maintenant, bravo aux joueurs, bravo au staff d'avoir pris cette option de d'abord bien défendre, et puis après avec les talents que l'on a, on était capable de trouver des brèches offensivement, grâce surtout à notre vitesse et à notre jeu de transition. Voilà, ça a été une belle victoire. Je ne cache pas qu'à la mi-temps, j'étais un petit peu gêné quand même par rapport à comment ça se passait. Là, je suis un peu plus content et un peu plus rassuré de voir, même si la Croatie a été pour moi vraiment un très très beau finaliste, et qu'on a marqué sur des fulgurances par rapport au talent de nos joueurs. Mais voilà, ça pose un petit peu plus le titre, quoi. Il y a quelque chose que je trouve digne, juste pour prolonger, pour répondre à cette question, c'est que moi je suis pas trop client de la façon de faire de cette équipe, mais par contre je trouve ça incroyable, inouï, qu'une équipe aussi jeune dans son vécu et même dans sa moyenne d'âge soit capable de le faire. C'est-à-dire que quand l'équipe d'Italie le fait en 2006, mais c'est une équipe de vieux briscards. Quand l'équipe de 98 le fait, c'est une équipe... Qui est jeune dans cette équipe? Pavard, c'est jeune. Pavard, ok. Hernandez, avec peu d'expérience. Hernandez, il a quand même gagné la Ligue Europa. Oui, mais jeune dans son vécu. 22 ans. Oui, mais il a gagné la Ligue Europa. Oui, d'accord. Il n'y a pas une histoire, mais 20 ans, 22 ans, ça veut rien dire. D'accord, mais il est international depuis 2 mois. Pavard, je suis d'accord. Il est international depuis 2 mois. Il est international depuis 2 mois. Redis-le encore. Non, mais international depuis 2 mois. D'accord. Il a gagné la Ligue Europa. D'accord. Ben quoi, donc la Ligue Europa, ça sert à rien. C'est pas ça que je dis. Jouer on parle de la Coupe du Monde. Jouer dans un des plus grands clubs d'Europe, ça sert à rien non plus. Moi, je suis d'accord sur Pavard, sur la jeunesse. Mbappé, vous n'allez pas me dire encore qu'il est jeune. Si, il est encore jeune. Donc, en fait, ça veut dire quoi la jeunesse? Ça veut dire parce qu'il a 19 ans. Ça fait 2 ans qu'il joue plus haut niveau. Pour moi, il n'y a plus de jeunesse. Excusez-moi, je reprends juste la main. On parle de Mbappé. Non, je reprends juste. Non, je reprends juste la main. Simplement, on va continuer. Mais j'ai l'impression que vous faites un focus sur la date de naissance de chaque joueur. Non, le vécu, j'ai parlé. Attendez. De dire que cette équipe est jeune, un vécu collectif qui est pas très important. Il y a 5 matchs. Elle s'est créée contre le Pérou. On a le Pérou. On a après l'Argentine. On a. Comme disait Paul, justement, la base de cette équipe, elle a un vécu quand même. Ah bon, quand même. Mais ça reste quand même. Donc Lloris, Varane, Umtiti, Pogba, Griezmann, Giroud, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc déjà, comme l'avait très bien dit Paul, c'est quand même la base, l'ossature, la colonne vertébrale de ton équipe. Donc arrêtez de parler de jeunesse. Oui, mais Mbappé, il a 19 ans. Je suis d'accord avec vous. On parle de lui quand même pour le Ballon d'Or. Pour moi, c'est plus un jeune joueur. C'est un joueur qui peut rivaliser avec les plus grands d'Europe. Donc là, pour moi, c'est pas la jeunesse. Il faut reconnaître à Deschamps le mérite d'avoir accompagné ça avec de l'expérience aussi. Tu as raison. Oui, bien sûr. Et il faut reconnaître à Deschamps et à son staff un immense mérite d'avoir accompagné ça. Bien sûr. Mais après, pour moi, quand on parle de jeunesse, il y a des joueurs de 25 ans qui n'ont jamais connu ou joué 3-4 matchs en Ligue des Champions. Ça, pour moi, c'est plus jeune que Mbappé. Mbappé, même si ça fait que 2 ans qu'il joue plus haut niveau, il est international. Il fait la Ligue des Champions tous les ans. Il a été performant en Ligue des Champions. Il gagne des titres de champion de France. Pour moi, je ne considère pas ce joueur-là comme un joueur jeune. On va poursuivre cette discussion sur la jeunesse, sur son mode opératoire, parce que j'ai entendu des choses et je vais vous relancer sur ce premier plateau et sur la première question. Est-ce que c'est un sacré inouï? Sacré inouï. On va du côté des Champs-Élysées. Je crois qu'on a installé. Je crois qu'il y a Messaoud qui est du côté des Champs, qui est pas là, qui est pas avec les supporters, parce que au niveau de la liaison, ça serait pas possible. Il y va juste après, il m'a dit. Mais je pense que Messaoud est sur le balcon. Messaoud, vous êtes notre envoyé spécial. Allez-y, Messaoud, racontez-nous ce qui se passe. Est-ce que vous voyez, voilà. Oh. C'est fou les amis, c'est vraiment fou. Je vous entendais parler de jeunesse. On a trouvé l'élixir, on a rajeuni de 20 ans. C'est France 98 qui est juste derrière nous. Les Champs-Élysées qui sont bondés, vous allez le voir avec les images d'Alexis Frémont avec notre caméra grue qui va se tourner vers cette avenue des Champs-Élysées. Le peuple français qui est en train d'affluer vers l'Arc de Triomphe sous nos yeux. C'est un parfum de France 98, c'est très clair ce qu'on est en train de vivre.
l'avenue des Champs-Élysées qui est bondée depuis un très longtemps maintenant, un quart d'heure quasiment avant le coup de sifflet final. Elle était déjà pleine et 5 minutes avant que l'arbitre de la rencontre ne nous délivre, eh bien c'était déjà plein. C'est bon enfant, jusqu'à présent, on est en train de célébrer ce sacre, cette deuxième étoile. Et très franchement, je vous le dis, un élixir de jouvence. C'est France 98, on est il y a 20 ans. Et c'est magnifique à vivre. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Mémé, qu'est-ce que c'est bon de vivre ça? On est en train de vous écouter et évidemment en train de voir ces superbes images. On a des caméras partout. Là, je crois que c'est un plan avec une caméra qui est située près de l'Arc de Triomphe. Regardez cette perspective, c'est vrai que c'est incroyable. C'est fantastique. On les a vus partir depuis ce matin. Moi, j'ai sillonné Paris donc toute la fin de matinée, tout le début d'après-midi. C'était incroyable. Il y avait du monde, mais absolument partout. Je pense qu'il y avait un Parisien sur deux qui avait un maillot de l'équipe de France ou un drapeau français. Je pense que 98 va être très largement dépassé. Aujourd'hui, cette culture-là de venir fêter les titres et les titres possibles comme c'était le cas aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de strictement incroyable. Il y a la plus grande fan zone de France aujourd'hui, c'était au Champ de Mars. Je crois que c'est au Champ de Mars qu'on découvre ça. 100 000 personnes, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, je sais plus. Enfin, c'était inouï. Ça a été évidemment complet bien avant le coup d'envoi. Et ça aussi, c'est vraiment inouï. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une culture de foot. Alors bon, il y a le jeu et puis il y a aussi ce qui se passe autour des matchs comme ça. Je veux dire, on n'imaginait pas ça en France. Mettons, on s'y est habitué parce qu'il y a eu 98, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, ça peut revenir quasiment tous les ans à partir du moment où il y a un événement assez important en foot qui se passe. Justement, on s'était posé la question après la qualification pour la finale des Français. Il y avait eu déjà des scènes comme ça extrêmement spectaculaires à vivre. Et on vous avait posé la question sur la France, tel un pays de foot. Est-ce qu'elle est en train de devenir un pays de foot? J'avais été surpris d'ailleurs de vos réponses parce que moi je pensais que le marqueur de cette naissance-là, c'était 98 et on repose cette question-là 20 ans après. Moi ça je sais pas parce qu'en fait l'événement Coupe du Monde et encore plus quand tu vas loin et encore plus quand tu gagnes, t'es porté par quelque chose d'événementiel, de naturel. La culture foot, c'est au quotidien, c'est hebdomadaire, c'est-à-dire c'est des clubs qui sont suivis, c'est les matchs où tout le monde s'entasse dans les stades. C'est-à-dire que les Anglais par exemple qui n'ont rien gagné depuis 66, eux mais ça existe aussi. Moi je trouve qu'on est même sévère avec le peuple français, avec le football français. Marseille est arrivé en finale de la Ligue Europa. On a vu des choses absolument prodigieuses qui se passaient à Marseille, donc avec cette équipe. Marseille a une ferveur populaire absolument incroyable. Donc je trouve que ça peut dépasser même une Coupe du Monde tous les 4 ans quand on vient à la gagner. Mais Marseille, on sait que c'est un petit peu particulier, mais on voit que c'est pas toujours simple. Et on sait aussi que dès que l'équipe de France a de moins bons résultats, on l'a vu après 2010 et 2012. C'est la détestation. Oui, non mais voilà, c'est-à-dire qu'on se retourne assez vite, pas que contre les joueurs, contre le foot lui-même. Voilà, donc dans l'opinion, c'est assez versatile. Mais par contre, moi je suis d'accord avec Étienne, par rapport à il y a 20 ans où on était rentré timidement dans cette Coupe du Monde, je parle au niveau du suivi et de la célébration, là on sent que ça a été embrasé tout de suite, que cette culture-là pour le coup, là elle est vraiment ancrée. Pourtant je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Moi je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vrai. Ça a commencé en demi. Non, mais en demi où il y a vraiment eu un engouement. Je trouve que cette année ça a démarré vite. Autant moi je l'ai défendu l'autre jour, mais ça a défini qu'en demi-finale, moi je peux te le dire. Ah oui, moi, en province, moi qui vis en province, je peux te dire que il n'y avait pas du tout une perception dynamique. D'engouement total. L'engouement il est arrivé. Moi, après France-Argentine, je suis pas d'accord. Moi je te dis, je te donne mon ressenti. Olivier Dave, il n'y a pas d'instrument de mesure. Juste une anecdote parce que c'est vrai que vous venez de province, mais là pendant ce tournoi, vous avez voit parfois d'ailleurs. Vous avez vécu à Paris et vous nous racontez souvent la même anecdote. C'est le jour de France-Argentine, le jour où la compétition bascule sur les matchs coup près. Oui, moi je suis venu, il y a 20 minutes de scooter, donc sur le trajet. En huitième de finale. Huitième de finale. J'ai croisé une voiture avec 2 drapeaux bleu, blanc, rouge. Voilà. Après, moi je suis d'accord avec Olivier, ça s'est embrasé à partir des demi. Quand tu joues la demi-finale, là il y a eu autre chose. Il y a eu vraiment des gens qui allaient dans les bars, qui allaient dans les pubs, qui se mélangeaient, etc. Et ensuite, après la victoire de la demi, on a vu déjà le champ qui était rempli. Et ça a été étonnant. Mais voilà, ça a commencé vraiment je pense que c'est aussi à parce qu'il y a un niveau d'exigence aujourd'hui du public, c'est-à-dire il s'est aussi habitué à ce que l'équipe de France remporte des titres et gagne des matchs importants. Donc aujourd'hui, forcément, tu attends aussi que le résultat vienne aussi avec l'envie que tu as de faire la fête. C'est pas fait la fête après l'Australie. Voilà. Mais je sais pas, mais par exemple, le France-Argentine, si tu regardes à Buenos Aires, c'était rempli quoi.
Donc après, je pense que est l'Argentine... passé dans les mauvais quartiers parce que Dave et moi, on a vu un petit peu d'ambiance, un petit peu de fête aussi à ce moment. Moi, je pense que c'est la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, une belle victoire. Je pense que les Français y croyaient vraiment aujourd'hui. Ils avaient cet espoir-là. Ils savaient qu'on avait de bonnes chances de devenir champion du monde. L'émergence d'une star, Mbappé. Il fait beau. C'est plus facile de sortir. Non, mais ça compte, c'est tout bête. Mais évidemment. Il fait beau. Météo très important pour un Breton. Mais tout est réuni. Un Breton, c'est l'importance de la météo. Pour que les Français sortent fêter ce titre. Même l'horaire qui est favorable. Moi, je vous dis franchement, j'ai un rapport à ça différent. Franchement, après l'émission, on n'a pas le droit. Mais après l'émission, j'irai bien boire un verre, fêter ça tranquillement. Mais j'ai pas envie d'aller marcher, fêter, je sais pas, c'est pas mon truc. Mais par contre, avec plaisir tout à l'heure. Merci de l'invitation. Non mais vous voyez, je suis très très content de voir ces images. Mais vous iriez pas faire la fête comme ça par contre, à vous faire taper sur le dos. Non mais c'est allez mon polo. Non, pour boire un verre, soit tranquille. La production a prévu une dizaine ou une quinzaine de bouteilles de champagne. On va arrêter de la bière. Est-ce que peut-être en curieux, mais mais moi aussi, je préfère, oui. on sera deux, tranquille. Il y a aussi un élément qui a freiné les rassemblements. Je dis que c'est très bien. Mais après, c'est vrai que le partage est comme ça. Il y a aussi un élément qui a aussi freiné un petit peu les rassemblements, c'est qu'il n'y avait pas de fan zone au début. Parce que pour des raisons de sécurité, il y en avait une en Ile-de-France et très limitée. Donc voilà, c'est-à-dire que contrairement à l'Euro 2016 où ça avait été organisé dès le début, et c'est normal, c'était à domicile, là on a mis du temps avant d'organiser ça. Et je pense aussi que voilà, quand tu regardes comme ça dans des bars, mais chacun un petit peu, c'est compliqué de faire un truc collectif. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de maillots équipe de France. Je vois beaucoup plus de drapeaux aux maisons, sur les voitures. Depuis la finale en tout cas. Pardon? Aujourd'hui c'est vraiment notable. Le basculement de la France. Avant. Mais franchement. Ah ouais. Quel jour? Ah mais moi pour la demi. Ouais, pour la demi. Allez, pour la demi, ok. Mes petits, est-ce un sacré inouï? Cette France donc a peut-être aussi la culture de l'exploit, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, notamment Paul et Johan qui disaient que cette équipe avait largement le potentiel. Et dans votre première intervention, mon cher Étienne, vous avez parlé de style de jeu. Moi, plus que le style de jeu ou le mode opératoire de cette équipe, c'est plutôt son état d'esprit, voilà, son style de jeu. Est-ce qu'on peut le résumer à ça? Les deux sont été mêlés, donc sur toute la fin de cette Coupe du Monde, il y avait, même si on a eu quelques craintes sur l'état d'esprit au début de cette finale, parce qu'on les a sentis un petit peu en dedans, un petit peu oppressés par l'événement, mais ils ont trouvé un style de jeu, c'est-à-dire un jeu 2 contre, je crois que c'était assez clairement exprimé au bout d'un moment, et puis un état d'esprit, on avait parlé sur ce plateau de supplément d'âme, on va le ressortir encore un petit peu aujourd'hui. Il a existé, on l'a bien vu à l'intérieur de ce groupe, on a vu une énergie donc collective, une force qui d'ailleurs se ressent aussi dans l'appréciation qu'a le public de cette équipe, même si elle n'est pas que brillante, elle transmet tellement d'énergie positive que c'est aussi pour ça que les gens sont dans la rue. Mais ça écope quoi, ça court un peu pour son copain. En première mi-temps, c'est pas du tout le cas. Mais ce qui manquait dans les... Moi je trouve on a commencé à le trouver un petit peu contre le Pérou. Et après, ça s'est développé, mais je trouve que cette équipe ressemble énormément à Didier Deschamps dans son état d'esprit, c'est-à-dire essayer de communier une équipe, et il a réussi à le faire à partir des 8e. Et là, on a vraiment senti quelque chose qui se dégageait, une vraie force. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'on a mis en avant ce potentiel offensif de cette équipe, mais quand même, il a réussi à mettre au diapason de tout le monde qui travaille pour d'abord défensivement, après on aime ou on n'aime pas, et après, ces joueurs-là offensifs vont en profiter, et c'est ce qu'on a vu sur les matchs. C'est vrai, je trouve que c'est une équipe qui se désorganise jamais. C'est-à-dire que, compte tenu de la stratégie employée, on joue long sur Giroud. Les phases statiques, par exemple, Lloris, c'est pas direct sur Giroud. Tous les coups de pied arrêtés dans sa propre partie de terrain, on cherche devant. Sauf une fois. Sauf exception. Ce qui fait que l'équipe ne se désorganise pas. C'est-à-dire que, ok, on perd le ballon, mais on le perd loin du but. Et les adversaires ont très souvent des 10 contre 10 à jouer. Ils doivent assurer une circulation, aller sur les côtés. C'est une stratégie qui est efficace, pas spectaculaire, mais ça a marché, il faut le reconnaître. C'est jamais simple pour l'adversaire. Voilà, c'est tout à fait ça. Exactement. Même quand ils sont pas bons, et c'était le cas aujourd'hui, il n'y a aucun moment où quand même la Croatie a eu
des situations nettes, c'est-à-dire où tu es complètement mis hors de position, où tu as des 1 contre 1 à jouer contre Lloris. Ça, je le vois pas. C'est-à-dire que même les Belges, dans leur bon moment, tu es quand même contraint. Je dis pas à l'exploit, mais à une énorme performance sur une action pour leur marquer un but. Je trouve le seul oubli, c'est lors du match contre l'Argentine. Là, je trouve que pour le coup, ils n'avaient pas été bons à peu près à tous les niveaux défensivement. Mais pour le reste, c'est toujours compliqué pour l'adversaire. Ça confirme que c'est une équipe de coups. Même là, tu vois, à 2-1 en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais sur 2 coups vraiment tranchants où tu tues l'adversaire. Ouais. Et c'est là que tu fais très mal. Et cette équipe est une équipe de coups avec des joueurs de talent qui ont su se mettre, créer un collectif pour en profiter. Et justement, moi c'est ce qui m'interpelle un petit peu. En général, on dit que l'état d'esprit c'est le préalable à la constitution de toute équipe. Et oui, il va falloir jouer ensemble, il va falloir courir pour se voir. Moi j'ai l'impression que c'est la finalité là, dans ce système de ça s'est construit petit à petit, je trouve. Parce que c'est le plus dur à trouver. Que tout le monde, parce qu'il y a quand même quelques égos, on en a parlé avant le mondial, même dans des matchs de phase de groupe, même de éliminatoire, où certains ne faisaient pas les efforts pour les autres, etc. Mais là, après, il y a le Graal à aller chercher, donc je pense que ça aide aussi, dans le discours, je sais pas, par rapport à un coach, ça aide aussi d'essayer de faire une communion avec tout le monde. C'est la carotte qui fait que la mayonnaise prend. Dans ce que tu parles dans les égos, c'est là où il a été fort, Deschamps. La façon dont il a discipliné les mecs, c'est incroyable. On s'y attendait pas, on s'attendait même si quelquefois Mbappé est celui qui, à mon sens, rechigne un petit peu le plus à se replacer et à faire attention. Mais alors c'est ça dans la façon de l'état d'esprit dont vous avez tous parlé. Mais il y a une discipline, c'est hallucinant. Même des fois pour nous, il faut bien le reconnaître, c'est chiant. Parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a pas toujours, on a envie peut-être de voir autre chose. Mais c'est tellement discipliné quand on regarde à la fin. Alors c'est sûr, tu mènes 4-2, il reste 15 minutes de jeu. Il n'y avait pas un joueur qui sortait, tout était calé. Il fallait que les Croates fassent ce tour complet de droite à gauche ou de gauche à droite pour essayer d'amener le ballon devant le but. Mais il y a une discipline, moi c'est ça que je retrouve le plus. C'est ce qu'il a amené. Même après le 4-2, t'as pas eu un moment de panique. Non, du tout. Tu peux te dire ça peut emballer le match. Non, du tout. Il y a une vraie discipline. Et ça c'est quand même, il faut reconnaître ça à Didier Deschamps. Bien sûr. Parce qu'on lui reconnaît ça, on lui reconnaît ce travail-là. Je crois que de toute façon on est obligé de revenir au départ. Au départ, il a fait des choix et il a communiqué à ce sujet-là pour privilégier l'état d'esprit. Moi, j'aurais pas fait ces choix-là. Ils ont gagné, je le reconnais quand même. J'aurais pas fait. Tu veux dire qu'avec toi, on n'aurait pas été champion du monde? Peut-être, mais autrement. Mais bien entendu, ça me gêne pas du tout de revenir là-dessus. Il a fait ces choix-là. Ça aurait pu échouer, mais ça a réussi. Voilà. Et il faut reconnaître, ok, bravo à lui. Et je pense qu'il a fait même des choix pour unir ceux qui étaient retenus presque contre ceux qui ne l'étaient pas, quitte à ce que ce soit injuste pour ceux qui n'étaient pas retenus. Et en faisant ces choix-là, il a uni les joueurs. Excusez-moi, lorsque vous dites ça, lorsqu'il les unit, c'est à travers les gens qui sont même dans la liste des 23, c'est ça, les gens qui sont... Bien sûr, mais bien sûr. Après, je continue à trouver injuste. Mais je reconnais aussi le succès, la ligne de conduite, et bravo à lui. La cohérence. Le succès des Deschamps, c'est parce que tous autour de la table, c'est vrai qu'on aime un jeu un peu plus construit, avec des sorties de balles qui sont plus intéressantes que ce qu'on a vu avec l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. Mais qui est capable de dire aujourd'hui que si le choix avait été différent, fait par Deschamps au fur et à mesure de la compétition, parce qu'il a eu l'ambition sur le premier match peut-être d'avoir un jeu un petit peu différent, il s'est rendu compte que cette équipe ne se construirait pas sur autre chose que sur ça. Aujourd'hui, on est champion du monde. Si un autre choix avait été fait, tous autour de la table, on est incapable de dire si on aurait été capable d'être champion. Etienne, quelle ambition il avait en début de mondial? Il avait fait un choix. Non, mais quand tu jouais avec les 3 devant, tu jouais de la même manière. C'est-à-dire bien en place, et puis tu contrais. Oui, mais enfin, quand tu jouais avec Griezmann, avec Dembélé, avec Mbappé, tu avais peu de chance d'envoyer des grands ballons devant sur la tête de l'un ou de l'autre. Et pour jouer les deuxièmes ballons, il a accentué donc cet esprit-là de balancer quand même, ce qu'on a vu quand même beaucoup ce soir sur cette finale. Et malgré tout, il réussit comme ça. C'est un peu triste, mais c'est quand même merveilleux parce qu'on est champion du monde. Je ne vois pas quelle est l'ambition plus offensive de mettre Dembélé à la place de Giroud. En fait, je ne vois pas quelle est l'ambition
Ah bah, tu peux éventuellement. Supplémentaire. Il avait vu, c'est sans doute ça aussi qu'il a fait mettre Dembélé au début. Il avait vu donc dans les matchs précédents que quand Dembélé avait joué avec Mbappé, il y avait des complicités, il se passait des choses dans la construction qu'il n'avait pas vu avec Giroud dans les matchs de préparation. Il était parti sur un autre schéma et finalement il en a changé. Non mais j'ai pas vu la même chose. Okay. En fait il n'a pas changé, il est revenu à ce qu'il faisait avant. Exactement. Et France-Croatie. Et on va passer à l'autre thème. Les Bleus donc sont champions du monde. Champions du monde. Les Bleus. Les champions du monde. Hein? C'est quoi cet accent? On dirait Aimé Jacquet un peu. Ah bah c'est le mien. Aimé Jacquet du sentier. Normalement Dave le fait mieux que moi, mais il est un peu mou aujourd'hui. Un peu timide. Hein? Je pense qu'il voulait vous lancer. Ouais mais non. Non. Champion du monde, non. Ça viendra avec quelques bières plus tard. Et on vient du côté des Champs-Élysées où ça bouge. Mais Saoud, vous nous faites un point tous les quarts d'heure. Vous comptez les Français qui sont sur les champs. On en a combien? Le décompte, mais Saoud, c'est maintenant. Un par un. Ah, il faudrait plus d'un quart d'heure alors pour faire le décompte. Alors, ce que je peux juste vous dire, c'est que là, c'est une marée humaine qui est en train de remonter cette avenue des Champs-Élysées, toujours dans cette ambiance bon enfant. Ce qui était impressionnant, c'est que les gens ont choisi de venir avant la fin du match ici. Certains ne pouvaient même plus regarder le match, mais ils voulaient être parmi les premiers à être présents pour vivre cet instant ici sur les Champs-Élysées. Champion du monde, j'étais avec Régis Brouard qui sera avec nous tout à l'heure à partir de 21h. Je ne sais pas si vous avez commencé à en parler, mais il trouvait que c'était plus fort que ce qu'il avait vécu lui en 98, ce qu'il est en train de vivre depuis le coup de sifflet final et l'ambiance à laquelle il est en train de vivre, qu'il partage ici sur les Champs-Élysées. Alors c'est l'atmosphère qu'on vous envoie sur le plateau, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci les Saoud. On vous retrouve un peu plus tard. France-Croatie, donc les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont-ils forcément meilleurs que les Croates aujourd'hui? Oui. Oui, on est obligé de dire ça. Et il y a une équipe qui joue. Pas dans le jeu. Hein? Pas dans le jeu. Mais meilleur peut-être dans la stratégie. Et oui, mais les Croates, comme l'a dit, hein? Pas dans le jeu. D'accord avec toi, pas dans le jeu. Je veux dire. Il y a eu des faits de jeu aussi qui ont des faits de jeu qui ont été favorables à l'équipe de France, mais comme l'a dit Dave aussi, à un moment donné, les Croates reviennent et on peut imaginer. Je crois même que c'est toi qui l'as dit, qu'il va y avoir une désorganisation, qu'il va y avoir une possibilité pour revenir. Ça revient pas. Tu es quand même forcément meilleur à partir du moment où tu as mis une stratégie, même si tu l'as mal appliquée au début, qui est une stratégie qui fait gagner et que en fin de match, à la limite, l'équipe de France aurait peut-être même pu encore aggraver le score. Mbappé élu meilleur jeune joueur du tournoi. Jeune joueur du tournoi, avec 19 ans. Il est jeune, faut pas lui dire, mais voilà. Il est jeune pour la FIFA. Ils ont dit qu'il était jeune, Mbappé. Qu'est-ce que tu dis à ça? On est en train de regarder et le meilleur joueur c'est Modric. Mais jeune, il est par l'âge. Voilà. Malheureusement pour lui, pour Modric, il aurait aimé avoir évidemment une plus grande coupe. On continue parce que dans cette finale, vous pouvez me dire là à peu près, il y a eu 95 minutes de jeu en temps fort, en minutes les temps forts des Bleus. Ça a duré combien de temps? Parce qu'à la mi-temps déjà. Pas beaucoup, mais non, mais c'est marrant. Je pense que c'est une équipe de coups. Ouais. Donc même quand en deuxième mi-temps ils reviennent un petit peu mieux, ils ont été tranchants dans les deux actions, finalement deux ou trois. Bon, après il y en a eu plusieurs par la suite, mais les deux qui font super mal. Parce qu'en plus, tu as la réussite sur ces deux coups-là de marquer sur les deux fois, quoi. Et après il y a le talent aussi, parce que sur le celui de Pogba il y a un peu de réussite parce que ça tape, ça compte, ça revient sur lui, mais après il y a le talent de la frappe et celle d'Mbappé elle est magnifique. Parce qu'il l'amène, tout le monde pense qu'il va enrouler, il se sert justement du défenseur qui pour moi est un peu loin. Mais peut-être qu'il a peur aussi le défenseur du dribble, bon, enfin ça aide et puis après il la met dans l'espace qui lui permet de marquer, quoi. Oui d'accord, alors vous dites que c'est l'équipe de coups, je suis d'accord avec vous, mais bon, les coups ça se prépare, le talent ils l'ont. Hein, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut et c'est vrai que les Croates ont essayé certes, mais on est meilleur qu'eux, on est plus fort qu'eux, on est bien organisé, on a du talent dans notre équipe et ce talent il s'exprime. Alors c'est vrai, on est tous d'accord que c'est par à-coup, on est un peu amnésique, je trouve, mais c'est quand même une équipe. On est un peu amnésique. Pourquoi le coup franc, la 18e minute de Griezmann, hors jeu de Pogba, là on n'en parle pas. Et en plus il n'y a pas coup franc.
Le pénalty, bon, bah, il y a pénalty, mais ça correspond pas forcément à un temps fort. Voilà. Déjà sur deux minutes. Parce que ça n'a pas été le cas. Non, mais la première période, on a fait ce décompte. On a fait ce décompte après tous les matchs de l'équipe de France. On a fait ce décompte-là pour essayer de calculer quel avait été le niveau de temps fort de l'équipe de France. Et à chaque fois, on arrivait péniblement à monter jusqu'à 20 minutes, 25 minutes, je crois, maximum dans un match. Paul, moi j'ai envie de reprendre ce que j'ai dit après le match contre la Belgique. Moi je pense qu'on a battu une équipe meilleure que nous. Ah. Et donc, ça doit rendre le staff fier, ça doit rendre les joueurs fiers. Mais moi, je pense qu'ils sont meilleurs que nous, les Croates. Sur le match, ils sont meilleurs que nous techniquement. Je trouve qu'ils jouaient mieux, qu'ils avaient plus de facilité technique. Mais par contre, on s'y est bien pris. On a fait ce que l'on savait faire. On a évité de ne pas faire ce qu'on ne maîtrise pas. Et ça donne ce résultat-là. Attendez, là j'ai l'impression que nous sommes rentrés dans une église. Mais bien, chère femme, mais bien, cher... Quand Paul Le Guen parle, voilà. C'est la parole divine. Non, mais il y avait aussi un problème avec Johan de son. Avec Johan, c'est pas pareil normalement. Hein. Non, mais souvent on parle de maîtrise, parce qu'on a toujours l'habitude de la maîtrise du jeu avec le ballon. Mais je pense qu'ils ont une maîtrise sans le ballon en fait. Ils l'ont beaucoup mieux. En première mi-temps, ils l'avaient moins bien. Très vrai. Mais en deuxième mi-temps, et contre la Belgique, tu sais, quand ils ont commencé à laisser le ballon aux 2-3 défenseurs et en prenant un peu plus, comment il s'appelle, Hazard et De Bruyne, qui faisaient le jeu, là ils l'ont moins fait aujourd'hui. 100% d'accord. Voilà. Mais encore ils ont une fois, le fait de jouer long facilite cette stratégie. Parce que quand tu joues long, oui, tu t'élargis pas, tu restes compact, tu joues des coups, des deuxièmes ballons, et tu restes en soutien. Mais là, ça revient là. Oui, ça revient. Mais en fait, c'est vraiment Paul. Ah, bien sûr. Ça revient. Mais à mon avis, Père Le Guen. Non, mais c'est là-dessus. On est mort. On est mort. C'est là-dessus. Ça y est, on est mort. Allez, elle est dangereuse cette deuxième étoile. Attention, elle est sur ton... Pense-toi, Dave. Allez-y, Non, mais je pense que c'est là-dessus qu'ils font principalement la différence sur cette Coupe du Monde. C'est qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se... La plupart des équipes ont besoin d'un tout petit peu de se déséquilibrer quand même pour faire mal à l'adversaire. C'est ça, c'est la nature du foot. Voilà, c'est que il faut créer un petit peu de déséquilibre. Et ce que ça implique. L'équipe de France n'a pas besoin de faire ça parce qu'effectivement sur la vitesse de Mbappé, sur la capacité de projection de Pogba par exemple, sur cette capacité à être menaçant par à coup. Alors que ton équipe elle reste très bien structurée. C'est l'enfer pour l'adversaire. C'est-à-dire que eux ils doivent transpirer pour avoir une demi-occasion, alors que en fait sur une longue passe, sur une 1-1-2, une espèce de prise d'intervalle. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il y en a pas eu beaucoup. Il y en a même pas eu. Il y en a pas eu. Non, je parle globalement. Mais voilà, c'est là-dessus en fait. Et la vitesse de Mbappé, c'est quelque chose que quasiment personne a réussi à solutionner parce qu'en fait, cette menace, elle a influé sur la façon de s'organiser de l'équipe adverse. Et on a vu là par exemple que ce premier corner où il n'y a quand même pas complètement le feu, le corner qui amène la main de Perisic, et ben c'est parce que Mbappé va dans la zone de, comment il s'appelle le défenseur gauche, là j'ai oublié son nom. Et c'est pas lui qui concède le corner, c'est le central gauche. C'est Vida. C'est Vida, voilà. Et Vida il est un peu en panique parce qu'il voit Mbappé. Et même sur le quatrième. Moi je trouve que Vida est très loin d'Mbappé, mais je pense qu'il a peur d'être prêt, d'être éliminé vite. Et ça lui permet après l'intelligence d'Mbappé de voir que le joueur est trop loin et de pouvoir s'en servir pour frapper. Excusez-moi, on va faire un point météo avec Olivier Rouillet. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Parce que c'est énorme. Écoutez, il y a la remise et je suis désolé, mais la remise de la Coupe du Monde. Mais il y a un orage à Moscou, c'est un truc de fou. Il y a Macron qui est trempé, la présidente de la Croatie et la pauvre, elle est trempée aussi. C'est un truc de dingue. Ce qui est en train de tomber sur le stade. C'est pour ça qu'il faut rester sur le plateau de l'équipe du soir, parce que là, il fait sec, il fait bon. Il y a Johan Micou, il y a Olivier Rouillet, il y a Paul Le Guen et sa voix divine. Franchement, c'est là qu'il faut être. Ça, c'est pas bien. Quand on est champion du monde, déjà, j'aimais pas quand on n'était pas champion du monde qu'on me coupe la parole, mais alors quand je suis champion du monde, c'est un problème. Etienne, je ne pas. Alors, quelques minutes, laisse-moi, ce que l'on peut dire sur l'équipe de France, admettons que... Ah bah oui, vas-y. Quoi? Tu lui as chapardé la balle. Mais en tout cas, c'est la plus régulière. On peut dire ce qu'on veut, hein. C'est quand même la plus régulière, parce qu'elle est toujours dans son plan de jeu, c'est hyper bien conçu, c'est hyper bien réalisé. Oui, non mais quand même, même si c'est effectivement, bien sûr qu'on a été déçus et sur le premier tour, mais elle a été régulière quand même. Regarde bien.
c'est quand même l'équipe qui elle a concédé qu'une fois un match nul. Tout le reste, elle a tout gagné. Mais bien sûr. Les gars. Ça c'est important. Mais les scénarios des matchs. Premier tour des situations, des buts. D'accord avec toi. Des événements, des buts. Ouais. Des ci, des là. Ah ouais, mais bon, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie de l'histoire. On va parler d'historique la dernière fois avec Guillaume Dufy. Bah oui, ça fera partie de l'histoire de cette équipe pour cette Coupe du Monde. Mais là, on peut faire un lien avec 98 si on arrive à en placer une, mon cher Jean. Non, mais j'étais en train d'échanger avec... On était là, tous les deux. Ça me fait plaisir de vous échanger tous les deux parce que Tu as un jeu en triangle, Étienne. parfois vous parlez pas et j'aime pas ça, et là ce soir vous êtes vraiment heureux. Si et tu vous veux parlez. t'exprimer, vas-y. Ah, c'est ça. Et Étienne, Et en plus, tu dis rien. Ah bah écoute, Elle nous coupe la je parole laisse et le dit rien. présentateur. Mais si, sur ce qu'on a vu, c'est aussi les scénarios des matchs qui ont aussi incité cette équipe de France peut-être aussi à jouer comme ça, parce que on l'a vu contre l'Argentine quand elle a été menée au score, elle a été capable un petit peu de faire autre chose et de réagir et de créer un peu davantage de jeu. Donc peut-être qu'elle en est capable. Et moi, ça me fait penser à 98 où il y avait parfois un jeu un peu restrictif qu'on a oublié parce qu'il y a eu le 3-0 de la finale face au Brésil. Cette équipe-là, moi j'ai envie de la voir, et sur les bases qu'elle a là, on a l'impression que dans 2 ans, alors rendez-vous dans 2 ans, pour l'instant vous restez avec nous, elle peut améliorer encore très nettement son jeu. Alterner vraiment plus à la fois la possession et le jeu de construction et celui-là. Tu vois, c'était intéressant. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Merci. et avec quoi ça vous a rappelé aussi un truc de 98, une équipe qui est là et une équipe qui va se développer encore? C'est ce qu'on imagine ce parce que ça s'est passé Ouais, mais elle était déjà en place quand même, là. Non, 98. Oui, mais entre Avec 98 et 2000, quand vous la rejoignez, elle offre il y avait un un jeu beaucoup belles plus pour offensif, les on va dire. Je pense que Là, c'est les Croates. la colonne vertébrale dont on parlait tout à l'heure est encore suffisamment jeune pour rester cette colonne vertébrale encore 2 ans, voire 4 ans. Bah, on a Varane, on a Umtiti. Ok, ça va. reste Loris, ça peut Kanté. continuer. Loris, de toute façon, il n'y a pas de... Ouais. Pogba, Kanté. Mbappé, c'est une évidence. Griezmann, pourquoi pas. Enfin, bon, Pourquoi pas? Non, mais Pas seulement, pourquoi pas? Sûrement. Ah bon, parce que Joe va se fâcher là. Il y a une différence, moi je trouve, avec 98, je trouve, et par rapport au développement qu'on imagine, c'est pour ça que ça revient à la question, c'est qu'on a beaucoup dit que 98 était une équipe défensive, et c'est vrai qu'elle était solide défensivement, mais c'était une équipe qui avait quasiment toujours la possession de balle. Quasiment toujours. Que ce soit là contre les Croates, le Paraguay j'en parle pas, l'Italie, c'est souvent les Bleus qui avaient la possession de balle. C'est pas le cas de cette équipe. Non, pas du tout. Voilà. Ce qu'elle avait du mal à faire, cette équipe de 98, c'est à faire mal dans les derniers mètres. C'était un peu plus poussif. Voilà. Et c'était souvent, c'est des défenseurs d'ailleurs qui nous ont un peu sauvé la mise. C'est arrivé à cette équipe-là aussi. Pardon. C'est arrivé à cette équipe-là aussi, d'être sauvé par les défenseurs. Mais cette équipe-là, à part contre l'Uruguay, je crois qu'elle n'a jamais eu la possession de balle. Donc la question va être de savoir maintenant, mais c'est un bon problème à gérer, comment Deschamps va faire pour que cette équipe ait plus de maîtrise et beaucoup plus de savoir-faire en quelque sorte. Es-tu sûr qu'ils veuillent vraiment l'avoir, la possession? Encore une fois, quand au départ des situations, il y a du jeu long, c'est-à-dire Lloris qui cherche immédiatement Giroud, que tu ne multiplies pas les passes derrière entre les défenseurs, le taux de possession de balle est forcément réduit et bas. Il ne cherche pas à multiplier les passes entre les défenseurs, il cherche très vite à jouer dans le camp adverse. Donc, moi je ne suis pas convaincu qu'il cherche à l'avenir à avoir... Donc c'est pas sûr que, mettons, en 2020, on joue beaucoup mieux. Moi je ne suis pas absolument convaincu. Autre réflexion. Vous voulez désespérer Joe Micou, quoi? Joe reste. Joe, déjà c'est formidable et ce sera encore mieux dans 2 ans. Autre réflexion peut-être sur la méthode, comment devenir champion du monde. Là finalement ça a été une équipe. Un attaquant qui ne marque pas de but. Ouais, non mais c'est un attaquant qui Ça fait 2 fois. pas de but, mais ouais, de monter une équipe et vraiment de la monter sur un tournoi. Voilà. C'est un peu l'idée de Deschamps, parce que lorsqu'on prend son socle au départ, et notamment dans sa liste des 23, c'est pas forcément l'équipe qu'il avait imaginée. Et quand on regarde les autres sélections, je veux dire, par effet miroir, celles qui étaient en place au démarrage de la compétition, en tout cas on l'imaginait comme ça, c'est-à-dire l'Espagne, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est-à-dire le Brésil, l'Angleterre un peu moins, en tout cas pas moi. Oui, mais ils n'ont pas bougé de leur équipe. Oui, mais enfin, ils n'avaient pas le talent des 3 autres et on les voyait pas comme des candidats au titre. On a vu ces équipes-là finalement se déliter limite pendant la compétition, et en effet l'équipe de France se construire pendant la compétition, un peu comme en 98. On est désolé de revenir toujours à ça, mais il y a quand même des points communs. Un peu de ça, ouais. Ah, mais une grande réflexion sur comment gagner un mondial finalement avec ça. C'est d'arriver et de commencer un peu les premiers tours à la tester, à la rôder, et puis... Il n'y a pas de recette, parce que par exemple c'est obligé. En tout cas, c'est une recette là. Mais je veux dire, il n'y a pas de recette établie, parce que l'Allemagne
l'Espagne, quand ils gagnent en 2014, c'est une équipe qu'on voit venir à des kilomètres. Ça fait je sais pas combien de tournois qu'ils tapent à la porte. L'Espagne 2010, pareil, ils sont champions d'Europe en titre. Ils sont là, on sait ce que ça va être. C'est pas banal quand même des équipes qui se constituent en cours de compétition. Ça arrive pas non plus. C'est le coup de génie, c'est tout le coup de génie, le coup de bluff de Deschamps. C'est la catastrophe de Mendy, Sidibé, remplacé par Pavard, Hernandez. C'est hallucinant. Dans un tournoi final où il y a 7 matchs à faire. Je considère qu'on a Un coup de chance, ça. C'est un coup. Joe, t'es obligé de considérer. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. T'es obligé. T'es une erreur sur Mendy et Sidibé, mais c'est un coup fumant. Non, on dit ça parce que ça s'est très bien passé avec les Mais j'entends bien avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi ce que je veux juste dire là-dessus, c'est que c'est vrai que tu te rends compte, faire un truc comme ça dans un tournoi mondial, c'est quand même un truc de dingue. Mais parce que je pense qu'il veut partir avec Sidibé, Mendy. Bien sûr. Il ne veut pas partir avec les deux autres. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Mais ce qui est extraordinaire. Si, pour moi, c'est un coup de génie. On dit ça parce que ça s'est très bien passé. Oui, mais ça. Non, mais si ça se passe mal avec les deux. Si ne passe pas, on dit que Deschamps, il comprend rien au football. Non, mais moi, je ne suis pas de dire si ça se passe mal, c'est nul. Et si l'ami, ça se passe bien, c'est génial. J'entends bien. Même Giroud. Tu vois, tu prends que Giroud, s'il se blesse, on fait quoi? Non, mais Giroud, j'aimerais bien quand même, parce qu'ici, on a fait un débat, je ne sais pas si c'est ici ou chez Estelle, mais je dirais qu'à Christophe Dugarry. Non, mais je dirais qu'à Christophe Dugarry, il faut qu'il se calme, hein, parce qu'il a dit que avec Giroud, on ne serait pas champion du monde. Christophe, je m'excuse, mais là, tu l'as profond. Ouais, d'accord, mais bon. Mais parce qu'il faut remettre de temps en temps les choses à leur place. Je peux dire aussi, faire mon mea culpa, parce que j'avais dit sans Benzema, on ne sera jamais champion du monde. Finalement, on l'a été, mais. Est-ce qu'on n'aurait pas été avec lui? Moi, j'en sais rien. Mais le truc de voir un attaquant. On n'aurait pas joué comme ça. Non, mais de voir un attaquant. Non, mais après, j'ai rien contre Giroud parce que le travail qu'il a fait, franchement, c'est pas un rôle évident à faire. Il l'a fait pour l'équipe. Et c'est après, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il n'a pas mis de but. Mais c'est la réalité. Le gars n'a pas mis de but. Non, mais donc bravo à la France parce qu'il y en a d'autres qui ont on va profiter de ça. Il ne faudrait pas dire que c'était calculé, c'était prévu. Pour moi, c'est la tarte tatin en fait, c'est un accident et il se trouve que ça tourne bien. Mais c'est ça. Vous entendez, vous entendez le rire de Messaoud, mais on va revenir quand même sur le match et la finale. On part des coups aux Champs-Élysées pendant qu'on bosse, ça va Messaoud. Ne vous inquiétez pas, Etienne, voilà. C'est moi qui le prends en plus, et lui rien. Et on va regarder quelques images, après on va rejoindre Messaoud. France-Croatie, donc une victoire. Messaoud Benterki, vous voulez la parole, évidemment, on vous le donne. Qu'est-ce qui se passe sur les champs? Toujours autant de monde, je suppose. Oui, de plus en plus de monde, mais je vous offre une petite récréation par rapport à tout ce que vous disiez sur le plateau. On a vu un clapping qui est parti ici sur l'avenue des Champs-Élysées. La scène était insolite et c'était très sympa de voir ça. En fait, c'est parti juste derrière nous. Des supporters qui sont sur la terrasse là-bas. Ils ont commencé un clapping et voilà le clapping que vous allez apercevoir, que vous percevez ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Il y a une Marseillaise qui vient d'être entonnée encore une fois. Bref, ça continue à être bon enfant, ça continue à déferler vers l'Arc de Triomphe. Plus d'1 million de personnes, je pense, d'ici ce soir, comme en 98, c'est bien parti en tout cas. Merci, mais ça, on l'a vu, je vous le rassure, le clapping. Clapping, une tradition qu'on a découvert lors de l'Euro 2016 avec on va la mettre français. On était en train de parler de cette victoire française, de revenir un peu sur la méthode Deschamps. Il y aura des questions sur Deschamps, mais le sacre des Français au mondial, est-ce qu'on peut se dire ou pas d'ailleurs, qu'il y a un football aujourd'hui de sélection et un football de club bien distinct? Est-ce que ça, c'est une réflexion peut-être qui... C'est-à-dire en général ou on parle de l'équipe de France? Là, ce mondial-là et cette victoire française, c'est-à-dire de monter, on va dire, une équipe comme ça, avec juste vraiment l'important, un état d'esprit, voilà, avec des grandes forces, et puis un football plus précis. Il y a des joueurs de talent qui, on disait, l'état d'esprit leur permet après de s'exprimer, quoi. Mais il n'y a pas pour vous un football de club, aussi de l'intelligence, de sélection. Parce que finalement, c'est par le collectif que les joueurs de talent ressortent. C'est ce qui s'est passé encore sur cette finale. Ok. Oui, mais il y a une intelligence d'adaptation. Parce que quand même, tous les joueurs de l'équipe de France, notamment ceux qui sont un petit peu au-dessus des autres dans leur club, je trouve qu'ils ont une forme de s'adapter qui est quand même pas mal. Il y a une adaptation qui
qui est très intelligente. Moi, j'ai été surpris. Griezmann, quand on voit justement la façon dont il a changé un petit peu sa façon d'être par rapport justement à l'émergence d'Mbappé. Moi, je trouve ça vachement intelligent quand même ce qu'il a fait. Et Pogba, il est quand même dans ce tournoi. Moi, je trouve qu'il a été discipliné, il a été... je sais pas, il s'est adapté. Moi, je trouve qu'ils ont une faculté d'adaptation qui est quand même assez extraordinaire. Et ça, encore une fois, je sais qu'on va en parler derrière, mais Deschamps, il a quand même fait un sacré boulot là-dessus. Pour vous, il n'y a pas de football de sélection d'un côté, de football de... Non, mais il y a des réflexions à mener par rapport à ce mondial. Moi, je trouve que c'est un mondial un peu bizarre. C'est-à-dire que les équipes joueuses n'ont pas été récompensées. Les équipes qui ont bien défendu l'ont été par contre. Et je trouve que ça, en tant qu'entraîneur, en tant que responsable d'équipe, ça fait réfléchir. Moi, j'ai regardé pratiquement l'intégralité des matchs. Et ce ne sont pas toujours les équipes qui ont joué le mieux, qui s'en sont sorties. Alors forcément, ça fait réfléchir par rapport aux stratégies. Et je pense que je ne vais pas être le seul à y réfléchir. Je trouve que c'est très curieux. Non, mais c'est très curieux. C'est un mondial qui fait méditer. Parce qu'il y a des choses qu'on accepte sur un tournoi final, par exemple le jeu de l'équipe de France tel qu'il est aujourd'hui. On l'accepte même presque avec plaisir pendant la compétition parce qu'il réussit à mettre en place quelque chose et c'est quelque chose qui gagne et qui en plus comme on l'accepterait moins au club. Hein? En Cran, on l'accepterait moins aussi sur les matchs de préparation, sur les matchs de qualification. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer une équipe de France jouer 2 ans de cette manière-là contre des équipes que tu rencontres et en amical et sur des matchs de qualification, qui sont des équipes plus faibles. Donc, on les a acceptés, Étienne. On les a acceptés. On a fait des débats sur le style de jeu. On cherchait un style de jeu. On jouait pas comme ça. On avait quand même bien davantage la possession de balle. Donc dans les matchs de qualification, dans les matchs de préparation. Mais parce que tu jouais des équipes qui étaient plus faibles. Des équipes qui sont plus faibles. Là aujourd'hui, donc l'équipe de France, c'est une équipe de coups parce qu'elle est capable de jouer face à des équipes qui sont à son niveau. Ou un tout petit peu en dessous, ou un tout petit peu au-dessus, de cette manière-là, et qu'on l'accepte bien volontiers. Et donc la remise en cause par rapport à ce que tu disais, Paul, c'est vrai, parce que quand on fait... Non mais, est-ce que les Belges, est-ce que la Croatie doit changer son style de jeu? Non mais, c'est la question qu'on pose, parce qu'en fait, moi je suis d'accord avec toi, que la Croatie et les Belges sont certainement les deux équipes qui nous ont offert un football qui était très agréable, mais tu t'aperçois quand même que c'est l'équipe de France qui est championne du monde en jouant un football pas très académique, du moins plus défensif. Restrictif. Alors est-ce qu'il faut changer de... Mais moi ça me fait... mais je comprends. Ça pose plein de questions. Bien sûr. Après le triomphe des Français en 98, on a fait énormément de débats ici, lorsque l'équipe de France d'ailleurs n'allait pas, en disant l'influence, on va dire négative sur le football français après 98. On a eu le sentiment qu'il y a une vague très défensive. Et d'ailleurs, les entraîneurs français, alors à tort ou à raison, on les taxe souvent d'être des entraîneurs, on va dire, défensifs. Enfin, souvent on dit, ah oui, entraîneur français, là, voilà. Est-ce qu'on va être encore là? Est-ce qu'on va être sur cette trame-là encore? Je crois qu'il faut pas suivre de façon trop moutonnière les modes. Par exemple, les Espagnols, quand ils ont gagné en 2008, 2010, etc., c'était la mode du redoublement des passes, etc. Ouais. On a vu durant ce mondial que cette façon de jouer à l'excès n'était pas productive et qu'il fallait chercher autre chose. Jouer de façon trop défensive, si vous n'avez pas Mbappé, allez, on va le redire pour peut-être l'une des dernières fois, un petit peu de réussite, etc., ça peut échouer aussi. Moi, c'est un truc je vais souligner, c'est un truc qui me fait peur parce que je pense que ça a un impact tellement important, à la fois un mondial, à la fois une Ligue des Champions, qu'après ça fait faire réfléchir les entraîneurs, la manière de faire jouer, et je pense pas que pour le spectacle, ce soit la meilleure méthode. Moi, je pense qu'il faut insister sur le fait, parce qu'après, les équipes qui ont eu la possession, notamment les grands favoris, il y a eu peut-être aussi leur manquer un attaquant, notamment je pense à l'Allemagne, je pense aux Espagnols, peut-être un jeu avec la possession, mais de temps en temps un peu plus direct, peut-être alterner un peu plus, mais il faut conserver ça, à mon avis, pour le spectacle. Moi, je pense qu'à une époque, il y a eu en 2005-2006, on était beaucoup axé sur le côté physique du football, et je pense qu'une équipe comme le Barça a fait un énorme bien à tout le monde, parce qu'on a commencé à réfléchir, à se dire que finalement, ces équipes avec des petits gabarits, des joueurs qui pensaient d'abord avant toute chose et qui étaient techniques, on pouvait gagner des trophées. Et je pense que ça a eu une évolution tellement belle pour le spectacle et pour les gens,
si on repart en arrière avec ça, ça me gênerait vraiment, quoi. Parce que les derniers temps, la grande tendance, c'était on repart au maximum de derrière. Le Nice de Favre, de Claude Puel, c'était voilà, on met un gardien cardinal qui joue au pied, qui repart pour repartir de derrière. Là, la victoire de l'équipe de France, à la limite, remet en cause certaines options. Je trouve que... Non mais il vaut mieux aussi que le gardien joue pas au pied avec nous. Non, je plaisante. Non mais je trouve que l'époque a changé quand même. C'est-à-dire que pendant longtemps, jusque dans les années 90, peut-être même début 2000, vu la visibilité du champion du monde. Oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Ah ouais, non mais. Oh, ils sont beaux. Oh là 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 là. Ouais, mais c'est beau. Si vous foutrez tout ça au boulot, moi, ça serait vite mieux. Ce petit incident de plateau me rappelle que Paul Le Guen et Johan préfèrent donc vivre la victoire sans aller sur les Champs-Élysées. Écoutez, je ne vais pas faire de deux avec vous parce que oui, je suis un peu d'accord avec vous de se faire tripoter comme ça. C'est sympa, mais c'est insupportable. Est-ce que je peux juste terminer ce que je disais? Non. Bah oui, mais tu vas voir, ça va être un autre truc. Non, c'est par rapport aux inquiétudes, parce que sinon il va repartir, il va être inquiet, Jo. Sur l'influence. Ah, mais sérieux, il va vraiment terminer. Bien sûr, sur l'influence qu'avaient les Coupes du Monde, c'est-à-dire qu'on suivait très peu de foot par ailleurs, et c'était la Coupe du Monde qui servait un petit peu de baromètre. Je le crois. Aujourd'hui, le rapport d'influence de la Coupe du Monde par rapport à la Ligue des Champions, franchement, c'est très équivalent. Aujourd'hui, on suit Donc tellement un football de sélection, un football de club. Je pense que l'influence, elle est beaucoup plus dans ce qu'a proposé le Barça, ce qu'avait proposé à un moment le Bayern, ce que propose le Real. Je pense que Liverpool est en train aussi peut-être d'introduire quelque chose. City, je crois que ça a plus d'influence. On a l'impression que maintenant, une phase finale, tu fais un petit peu avec les moyens du bord et avec les moyens physiques du bord. Si le football de possession, il a eu peut-être du mal aussi, c'est que tu le fais ça à un moment de la saison où je pense que les mecs étaient rincés. C'est les matchs en mais en général, je sais pas pour ce qu'il en pense Olivier, mais quand tu as le ballon, en général, on dit que c'est l'adversaire qui court plus. Tu fatigues plus l'adversaire. C'est dur de produire du jeu, moi, je pense. Hein. Ouais, mais normalement, tu as un jeu de positionnement et tu fais courir l'adversaire. C'est lui qui court plus que toi. Mais après, ouais, mais tu dois faire des courses à vie. Tu vois, par exemple, l'Espagne contre la Russie. Moi, je pense que c'est épuisant ce que doit faire l'Espagne pour réussir. Non, mais mentalement, je pense. Mais peut-être. Il faut se souvenir que les champions dans les pays européens cette saison, c'est City. C'est 80% de possession de balles pas. Le PSG, pareil. 75. Le Barça, 75. Et ça fait un peu de bien de se souvenir de ça aussi. La Juve aussi, je pense. Et le Bayern, non, pas. Mes amis, Le jeu de la Juve, toi, maintenant. Hein. Ils doivent avoir le ballon, je pense. Oui, en Italie, oui. Les amis, on va revivre cette finale. Ah, ça y est. Oui, On a dit refait. non, mais avec Moi, j'avais encore des trucs. trucs à dire. Hein. Il ne faut pas diffuser la finale maintenant. Hein. Non, on va revivre cette finale. Écoutez-moi, laissez-moi terminer mes phrases, mon cher Étienne. C'est vrai. En partant au laboratoire de l'équipe. Johan, on ne demande jamais un carton pour son petit camarade. On l'a pas vu à la télé. Laboratoire de l'équipe du soir, Raphaël Kosminis. Il est champion du monde, lui aussi. Oui, sur les difficultés françaises face aux Croates. Expliquez-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez listé. Champion du monde. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir à tous. Alors malgré le titre, c'est vrai qu'on a vu une première période très difficile pour l'équipe de France, notamment à cause de la circulation de balles des Croates. On en avait parlé un peu hier soir. On va s'intéresser sur ce terrain en réalité augmentée à la manière dont les Croates ont embêté l'équipe de France en première période et un peu à ce 2-1 miraculeux à la pause, avec notamment les difficultés pour les Français, pour Modric, Rakitic et Brozovic à les gérer, avec d'abord les deux premiers joueurs français, Griezmann et Giroud, qui avaient été très actifs contre la Belgique, qui en première période là contre la Croatie ont eu des rôles un peu plus vagues. On ne savait pas parfois ce qu'ils étaient censés faire, et surtout au moment où Rakitic et Modric, les deux créateurs de l'équipe croate, sortaient un peu de leur zone habituelle. C'est là que la difficulté a été. Quand Modric reculait pour prendre le ballon ici, ou quand Rakitic venait plus bas, on ne savait plus vraiment ce que devait faire Pogba ici, ou même Matuidi. Ces deux joueurs-là qui étaient chargés de sortir un peu haut, de les agresser. On les a vus douter, on ne savait pas si à ce moment-là c'était Mbappé qui devait sortir sur Rakitic,
si c'était plutôt Pogba, et ça a donné beaucoup de temps finalement aux Croates pour faire circuler le ballon, pour créer du jeu. C'était une circulation assez latérale, mais on a vu l'équipe de France courir beaucoup derrière le ballon. Matuidi aussi ne savait pas s'il devait sortir sur Modric, parce qu'à ce moment-là, libérer le latéral croate. Donc les responsabilités défensives, elles n'étaient pas très claires, et c'était la première fois depuis le match contre l'Australie où on s'est un peu demandé ce que faisait l'équipe de France défensivement. Finalement, elle s'en est sortie assez miraculeusement à la pause. Et puis en deuxième période, il y a ce but de Pogba qui a semblé remettre l'équipe de France à l'endroit, aussi bien offensivement que défensivement, y compris Paul Pogba qui a été beaucoup plus actif et beaucoup plus organisé, avec aussi l'entrée de Steven Nzonzi, qu'on a un peu oublié mais qui a apporté un peu plus de calme et d'équilibre au milieu de terrain. Merci Raphaël. Justement, le coaching de Deschamps avec une petite surprise. Premier coup de coaching, il arrive extrêmement tôt, à la 54e minute. C'est Deschamps donc, qui sort N'Golo Kanté et qui remet Nzonzi, et là ça va correspondre à un très bon moment de l'équipe de France. Il était en difficulté Kanté aujourd'hui, je me suis même demandé si physiquement il n'y avait pas un souci. En plus il est vraiment sorti tôt. 54e minute. Ouais, vraiment, et je l'ai rarement vu, pour pas dire jamais d'ailleurs, dans cette avec autant de difficultés, aussi en retard, aussi, et des pertes de balles assez simples. Lui c'est pas des ouvertures de 50 mètres. Hein. Donc voilà, je me suis demandé si physiquement, alors on en saura peut-être plus là après, mais en tout cas il est passé complètement lui à côté de sa finale pour le coup. Et effectivement Nzonzi, que ce soit par son le premier ballon qui touche, c'est une petite tête pour Griezmann. Exactement. Voilà. Son jeu de tête aussi a été important, parce qu'à un moment, quand les Croates tournaient et puis qu'il fallait un petit peu allonger pour essayer de toucher Mandzukic, entre lui, Varane et Umtiti, franchement de la tête c'était compliqué d'en piquer une pour les Croates. Donc ça c'était pas mal vu, mais Kanté ça m'a vraiment surpris. Mais la petite observation de Raphaël est pas mal là sur les côtés, le fait qu'il y ait eu des hésitations sur les joueurs de côté, que ce soit Matuidi, que ce soit Mbappé, c'est pas forcément son registre et son rôle dans cette équipe, mais de prendre des joueurs et d'avoir, on va dire, un positionnement extrêmement efficace sur justement ce jeu défensif qu'on a loué pendant tout le tournoi. Mais là, il y a eu à un moment une petite période de gros flottement quand même. Hein. On avait dit hier en présentation du match, on savait que les Croates avaient cette capacité à concentrer des joueurs et l'attention dans le jeu intérieur, dans l'entrejeu, avec Modric, Rakitic et tout. Moi je les ai trouvés dans un très bon jour, et après à toucher les extérieurs, il l'avait très bien fait contre l'Angleterre, et au moins en première période assez souvent ils l'ont bien fait, notamment du côté de Pavard. Donc non, les Croates ils ont bien manœuvré, mais à part leur but, ils ont eu du mal à se créer des occasions très claires. Ils ont eu des situations, ils ont eu du mal à se créer des occasions très claires, et ça revient à ce que disait Paul, enfin un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que cette équipe de France, c'est dur de se créer des vraies occasions contre elle. On va vous montrer quelqu'un. Oula, tout mouillé. Oh la duf. Allez dans sa coupe du monde. Voilà, qui a pris une bonne douche. Alors on est au courant parce que Olivier Rouillet à la fois participe à l'émission et puis regarde la chaîne qui diffuse. C'est l'œil de et Moscou, nous a mais de appris qu'il y avait eu un orage terrible qui a eu lieu juste après ce match. Guillaume, généralement on vous prend à chaud. Là il y a eu quand même 3 quarts d'heure depuis la fin du match. Les Bleus sont champions du monde. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez vu autour de vous depuis que les Bleus sont sacrés. Je peux vous assurer que normalement effectivement vous me prenez plutôt et à chaud, mais là 3 quarts d'heure après je suis toujours à chaud, émotion énorme, quelque chose d'assez intense à vivre. Alors je ne vous parlerai pas beaucoup du match pour l'instant parce que j'ai trouvé ça parfois assez hallucinant à comprendre, des Bleus parfois et souvent à côté de leur pompe. Mais au final, ils gagnent 4-2, grand moment à vivre, grosse explosion de joie dans les tribunes, vous le savez très bien, on est en tribune avec les supporters, donc voilà, quelque chose d'intense. Personnellement, j'étais au Stade de France il y a 20 ans, donc voilà, des souvenirs qui remontent à la surface. Champion du monde, c'est quelque chose d'assez énorme. Je garderai à l'image la joie de Deschamps. Une joie assez incroyable. Il est passé durant cette Coupe du Monde par toutes les couleurs. Il a peiné à trouver la bonne formule et puis il a réussi. Et puis ensuite il y a eu cette sarabande chère à Paul Pogba. Ils sont allés tous chercher des drapeaux bleu, blanc, rouge, et ils ont couru encore. Ils avaient la force de courir. Après effectivement ça a été un peu long, une organisation un peu hallucinante. 3 quarts d'heure entre le coup de sifflet final et la remise de la coupe, avec un DJ qui a balancé un son indigeste pendant de longues minutes. Ça a coupé un peu l'ambiance parce qu'on n'entendait même pas les supporters chanter, même les Croates qui ont été énormes, le public croate qui a applaudi jusqu'au bout, même à la fin, ces héros. Voilà, donc c'était un peu, malheureusement l'ambiance est un peu coupée par une organisation de la FIFA assez étonnante.
Merci Guillaume. Le nom du joueur français qui revenait le plus dans les tribunes, parce que donc on vous écoute et vous étiez avec les supporters français, il y a un nom qui revenait le plus souvent dans les tribunes. Franchement, j'ai aimé le match de Griezmann. J'ai trouvé que ça avait été l'un des seuls à ne pas être paralysé par le poids de cet enjeu. On pensait que les Français allaient être rompus à l'exercice après avoir disputé une finale d'Euro il y a 2 ans. Mais tous les grands joueurs français, tous ceux qui ont porté l'équipe de France durant ce mondial, Varane, Pogba, Kanté, même Mbappé en première période, ils ont tous eu les pieds à un moment qui tremblait, les jambes flageolantes, alors que Griezmann, je l'ai trouvé régulier sur toute la longueur et à nouveau meneur de jeu parfait sur le tempo, gérant parfaitement aussi les arrêts de jeu. Donc voilà, je dirais Griezmann sur ce match qui est encore une fois assez compréhensible à comprendre et à saisir, parce que je ne suis pas persuadé que les Français aient fait leur meilleur match, peut-être à des moments leur pire match depuis le début de la Coupe du Monde. C'était Guillaume Dufay en direct de Moscou. Guillaume, on va marquer une petite pause, faire un détour, donc vous le voyez du côté des Champs-Élysées, remontrer également maintenant les images de cette consécration française, une victoire 4 de 98. On marque une petite pause. Il y a le taureau qui arrive. Il y a le taureau qui arrive. Non, c'est le plus beau. Le coq français est au plus bel. Pause. Il n'y avait pas d'étoile à l'époque. On reparle de cette. Il n'y avait pas d'étoile à l'époque. Non. Il y en aura jamais. Après le sacre de 98. Il y a de plus en plus de monde du côté des Champs-Élysées, on les compte. Celui qui fait le décompte, c'est Messaoud Benterki qu'on rejoindra, enfin à qui on repassera la parole dans quelques minutes. Des barbecues, non Mbappé superstar. Ça me donne envie d'y aller. Hein. Ah, je vais y aller, s'il y a des barbecues, je vais y aller. Non, pas regardez, partout. Non, ça va être des fumigènes. Mbappé superstar mondial. Est-ce qu'on a vécu aujourd'hui son acte de naissance là? Voilà, la dimension Mbappé, c'est aujourd'hui, il est champion du monde. Son destin a basculé. Ouais, au niveau mondial. Pour moi, c'est l'Argentine. Mais... Ouais, je vais dire pareil. L'Argentine? Ouais. Parce que le déferlement de messages des joueurs, enfin des anciens les plus prestigieux de la planète. Pelé, on s'en souvient. Pelé, bien sûr, mais il n'y a pas que lui, Puyol. Enfin, il y a vraiment des très grands joueurs du passé qui en avaient plein la bouche après sa démonstration contre l'Argentine. On était un petit peu étonnés de comment les Argentins ont pu à ce point sous-estimer la nuisance de... Mais en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment ce match où là, tout le monde d'un seul coup s'est dit, ouais, en fait, c'est pas juste, c'est plus qu'un phénomène, c'est un super crack, comme il y en a très très peu, comme il y en a peut-être un par génération, ou vraiment pas beaucoup plus. Moi, je crois ce match contre l'Argentine, il n'avait même pas besoin de marquer en finale pour continuer à être une superstar mondiale, pour moi. Le match d'aujourd'hui, un but en finale à la Coupe du Monde, l'un des plus beaux buts d'ailleurs de la rencontre. Non, ça fait pas basculer, ça confirme pas les choses. Je suis pas complètement d'accord avec Dave. Il dit qu'il n'y avait pas besoin de ce match-là, de cette finale. Le match contre l'Argentine suffisait, bien sûr que non. Et le titre, et quand tu marques en plus en finale, c'est ça qui va rester dans l'imaginaire collectif. Et que s'il avait fait cet exploit, donc ces 2 buts contre l'Argentine, et puis plus rien derrière, en tout cas plus rien de notable, et que c'était les Croates qui étaient champions du monde, Mbappé, et je dis pas qu'on l'oubliait, mais il marquait pas cette Coupe du Monde comme il la marque aujourd'hui. Tu crois? Il était sur les traces, on en a parlé, on s'est un peu engueulé là-dessus, mais sur les traces de Pelé. Alors Pelé avait fait un petit tweet en disant bienvenue au club, et maintenant il te reste à faire ce que j'ai accompli. Donc, vous avez lu l'interview de Lineker juste avant la finale? Ouais. La finale elle n'est pas jouée. D'ailleurs pour lui, et c'est Lineker, c'est une des voix les plus influentes des médias anglo-saxons. Ouais, exactement. Lui il dit c'est le phénomène, c'est celui qui va prendre la place des plus grands. Et je pense dans la tête de tous les observateurs, c'était acté. Il fallait quand même une confirmation au score, il fallait avoir une confirmation, il fallait que le gars soit champion du monde, non? Pas Olivier. D'accord, il s'est complètement révélé contre l'Argentine. Aujourd'hui, en étant tout à fait objectif, il marque, mais il fait un match extrêmement moyen. Et c'est pas ce match-là qui va qui va transformer les choses. C'est pas Zidane 98. Ça valide justement le côté de l'Argentine où ça a explosé aux yeux de tous. Mais aujourd'hui, là, ça valide avec le but. Oui, avec le but. Mais j'aime dire avec le but, pas avec le match. Oui, mais pour moi, c'est la star de l'équipe, c'est évidemment. Mais si tu n'as pas le titre qui vient valider tout ça, on parle là d'explosion du monde, aux
aujourd'hui, donc évidemment, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, la planète entière va parler de cette victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France et va essayer de trouver des histoires à raconter et des joueurs à sortir. Elle va évidemment sortir Mbappé. Si c'était les Croates qui étaient champions du monde ce soir, l'exploit de Mbappé contre l'Argentine, à l'échelle de la planète, c'était pas quelque chose dont allait reparler donc à la fin de cette finale. Je serais de ceux qui voteraient plutôt pour Varane que pour Mbappé après ce mondial pour une distinction individuelle compte tenu de sa victoire en Champions League, en Coupe du Monde. Guillaume Dufy sur le match d'Mbappé, sur les conséquences du statut d'Mbappé dans le foot mondial. Ce match-là, il marque un acte de naissance ou pas? Contre l'Argentine, c'est la planète qu'il a découvert et ce soir c'est l'univers, je pense, parce que effectivement je suis d'accord avec Paul, il a fait un match plutôt moyen, il a connu une première période particulièrement délicate avec un déchet technique qu'on ne lui connaissait pas, mais il marque, et marqué en Coupe du Monde, franchement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu ce bonheur, ce talent et cette chance. Lui il marque aussi un super but alors qu'il était repositionné vraiment dans l'axe, il a hérité d'un magnifique travail de Hernandez. Très franchement, il est hors norme. C'est le titre que Sébastien Tarago avait trouvé pour notre documentaire sur l'équipe enquête. Il est hors norme, puissance 10, puissance 1000. Il n'a que 19 ans. Et très franchement, chaque étape, chaque obstacle qui arrive devant lui, il les franchit plutôt allègrement. Et je trouve ça assez remarquable. Il aurait pu plonger ce soir à Moscou derrière moi. Et non, finalement, il a tenu bon et il a fini par marquer et délivrer les Bleus. Le match d'Mbappé et la performance d'Mbappé par rapport à sa carrière, Olivier Rouillet, j'aimerais vous entendre. Oui. Non, moi je mettrais un tout petit peu de restriction. Je trouve, n'allons pas trop vite. Il parle de l'univers, Guillaume, certes, oui, c'est la finale. Ouais, mais il est T'attends un truc de plus que champion du monde en fait. Non, il est champion du monde. Non, mais j'entends bien, il est champion du monde, certes, mais je sais pas, ou c'est moi qui est un tout petit peu trop exigeant ou qui est peut-être un petit peu... Non, mais je suis d'accord avec tout le monde. C'est quelqu'un d'hors norme, c'est quelqu'un qui m'impressionne, mais comment vous dire? Moi, je suis pas totalement convaincu. Je suis pas totalement convaincu. Sur le match de ce soir, tu parles? Sur le match d'aujourd'hui. Oui, sur le match d'aujourd'hui. Non, mais voilà. Moi, encore une fois, ce qui va apporter peut-être quelque chose de supérieur à plus à Mbappé, c'est peut-être dans la saison qui va venir là maintenant avec le PSG, mais ça passera par la finalité. Et pour moi, la finalité reste la Ligue des Champions. On va aller voir. Je pense que s'il arrive jusqu'au bout et s'il fait gagner la Ligue des Champions à Paris, là oui, ça sera vraiment super star. Olivier, je vous passe Guillaume parce que j'ai l'impression que sur les premiers moments de votre prise de parole, il n'était pas tout à fait d'accord. Il a le droit. Et même mouillé, il reste dangereux. Il est encore plus agressif mouillé. Voilà, ça va être très agressif, je crois. Très très agressif, je pense. Ah non. Non, l'agressivité ce n'est pas un mot qui me sied, messieurs. Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Olivier et tu espères qu'il gagne aussi la Coupe intercontinentale, la Ligue des Champions, le championnat d'Italie, d'Espagne pour pouvoir le juger. Olivier, il a 19 ans, il y a 2 ans, ce garçon disputait la finale de la Coupe Gambardella avec Monaco au Stade de France en levée de rideau d'un match de Coupe de France. Je trouve ça, mais je trouve ça totalement énorme et gigantesque qu'il est en train de réaliser. Il a marqué en finale de la Coupe du Monde. On s'en souviendra. Qui a marqué en finale de la Coupe du Monde? Qui a marqué? Messi a marqué? Non. Cristiano Ronaldo a marqué? Non. Il fait déjà partie des très grands, des joueurs qu'on n'oubliera pas. Évidemment, il y a ce qu'il a fait contre l'Argentine parce qu'il a marqué les esprits par cette course exceptionnelle. Mais ce n'est pas que ça, Mbappé. C'est aussi un tueur, quelqu'un qui est un buteur, qui adore ça, qui a le sens du but. Et aujourd'hui, il a fait effectivement un match moyen, mais il a marqué en finale de la Coupe du Monde. C'est tout simplement unique. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de son âge, mais il a que 19 ans. Olivier, vous voulez... Non, mais j'ai rien contre tout ça, mais je ne lui souhaite pas. Mais si demain, pour une raison X ou Y, Mbappé disparaît, parce que ça peut arriver, excusez-moi, faut arrêter de me dire je suis d'accord, il a marqué, non mais je suis d'accord avec toi, il a marqué en finale la Coupe du Monde, mais moi ce que j'attends, je dis n'allons pas trop vite, ne soyons pas de fiction là. Hein? Ne faisons pas de fiction. Tu crois que depuis 2 ans, moi je trouve qu'il a quand même passé. Mais j'en suis d'accord. Il avait passé les étapes une par une, et je pense pas
que ce soit quelqu'un qui puisse disparaître comme ça. Non, normalement, mais tu vois ce que je veux dire, mais bon, ça peut arriver. Moi, tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais dit oui, peut-être. Ouais. Mais là, je trouve qu'il a passé quand même. Mais je le pense aussi, même il y en a encore, parce que comme tu disais, la Ligue des Champions, oui, c'est encore un truc supérieur, peut-être à passer. Mais ça va venir. Mais ce qu'il fait depuis 2 ans, moi, je trouve ça exceptionnel. Je l'espère. Quand tout le monde parle de Pelé, ça a été un moment, et Pelé, ça a été extraordinaire pendant 10 ans derrière. C'est ça que c'est. Alors, après, moi, je suis peut-être un peu sévère. On ne parle pas de Pelé, on a juste parlé de Pelé parce qu'il y avait eu l'histoire d'âge par rapport au but en Coupe du Monde. En Coupe du Monde. Mais j'avoue que je ne comprends pas bien ton raisonnement. C'est un joueur absolument fabuleux qui, en 2 ans, a franchi des étapes pour aujourd'hui, comme vient de dire Guillaume, réussir sa Coupe du Monde, parce qu'il ne marque pas qu'en finale, il marque 4 buts sur l'ensemble de la compétition. Ça a été le danger numéro 1 de l'équipe de France qui termine championne du monde. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut demander de plus. Non, mais après, alors je parlerai plus comme ça, vous aurez pas rien à demander. Pas de chantage. Je te dis. Parce que vous comprenez. Allez-y. Juste pour finir, ça va au niveau des jeunes joueurs, dans notre jeune équipe de l'équipe de France, on a quand même une superstar mondiale de 19 ans. Ce qui paraît, c'est jeune, donc je l'accorde. Mais petit, j'ai entendu dire que c'était jeune, que c'était facile pour gérer une coupe. Petit, écoutez-moi. La Coupe du Monde vient de se terminer. Ok. Mbappé vient de gagner la Coupe du Monde, pas Neymar. Au PSG, la star, ça devient qui maintenant? Toujours Neymar ou Mbappé? On leur laisse gérer. Non, mais est-ce que là, il y a un petit problème? C'est Neymar. Pour moi, le rapport de force change un petit peu. J'en suis convaincu. Entre des gens qui ont des parcours comme ça, il peut se passer des choses. Moi, je pense que ce qu'on espère en tout cas, c'est que le Real a publié un communiqué pour dire qu'il n'avait strictement aucune intention de faire une offensive concernant Neymar, mais ils n'ont pas fait de communiqué pour dire qu'ils n'avaient aucune intention de faire une offensive sur Kylian Mbappé. Donc, s'il vous plaît, au Real Madrid, monsieur Florentino Pérez, dans les yeux, faites un communiqué pour dire que vous ne visez pas Kylian Mbappé. Je pense que c'est quand même il y en a un qui a basculé là, qui s'adresse directement à Florentino Pérez. Forcément, vu qu'on est vu par des millions de personnes et même en Espagne. Non, mais ça va plus être un problème pour l'ego de Neymar. C'est-à-dire, mais après sur le fait d'être le patron, aujourd'hui Neymar a toujours été celui qui portait son équipe, qui en était le joueur numéro 1, etc. Ça n'a jamais été le cas de Mbappé. Pas à Barcelone. Non, pas à Barcelone. Pas à Barcelone, mais si. Non, bien sûr. Mais la remontada, par exemple, c'est quand même Neymar qui à un moment est capable de prendre le truc. Pas lui qui est dans. On est d'accord, mais il portait l'équipe au PSG. Il portait Santos et il portait le PSG. Mbappé, même à Monaco. Même si par moment il a même été le meilleur, c'était pas lui celui qui portait cette équipe. C'est pas lui qui porte l'équipe de France. Il avait 17 ans et je crois que même Joe est d'accord de dire que c'est un peu. S'il était peut-être peut-être un poil. Non mais là quand il débutait pour moi il était très jeune. On est d'accord. Non mais voilà. Et donc je pense pas que tout de suite le rapport de force va changer, mais je pense que ça peut poser un problème à l'ego de Neymar de voir que il est cette année, il est plus brillant que lui. On revient sur notre fil rouge, mes amis. On va aller du côté des Champs-Élysées. Après, donc, le barbecue, vu par Johan Miko. Ça y est, les saucisses sont cuites. En bas, à gauche. Tout le monde regarde, nous attend. Après le clapping. Ah, regardez, il y a Régis Brouard qui est juste à côté de vous. Hervé Penaud, qu'on voit des mains. Quand il y a des coups gratuits, il est là. Ah, d'accord. Il n'y en a pas un qui a le maillot, quoi. Ils sont tous en chemise, quoi. Non, je sais pas. Mais Saoud, racontez-nous ce qui se passe. C'est toujours la folie, quoi. Toujours la même chose, quoi. Oui, Mémé, je n'ai pas entendu la fin, mais sachez qu'ici, voilà, Hervé Penaud se retient depuis tout à l'heure. On est les champions. Ah oui, regarde, extraordinaire. Eh bébé, bonjour à tous. Deux styles différents d'émotions, parce que je vais aller vers Régis. Venez Régis, qui lui est tout à l'intérieur, c'est rentré, mais il me disait tout à l'heure qu'il n'avait jamais vécu d'émotion pareille. Régis, il était au bord des larmes tout à l'heure. Oui, de voir tout ça, ça me rend, ça me touche, ça me fait du bien, du mal. L'émotion est toujours très particulière, mais de voir toutes ces populations dehors. Les fous qui arrivent. Attention, on vous entend plus. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. C'est une émotion très très forte. On a une amie camerounaise. C'était pas prévu. Rachel va nous expliquer. Alors, elle était heureuse quand même de la victoire. Totalement, absolument. J'étais ravie, enchantée, prise d'émotion. Ah, d'émotion. Incroyable. Ah oui. Bon, à tout à l'heure, 21h, Hervé. Ça
promet pour tout à l'heure. Pour vous dire qu'on alterne ici entre Marseillaise, clapping et puis chenille. Derrière un Vélib, Alexis Frémont va vous envoyer l'image. Voilà, on voit un petit peu de tout, des trucs un peu dingues ici sur les Champs-Élysées. N'oubliez pas que la deuxième étoile sera projetée sur l'Arc de Triomphe et puis la Tour Eiffel qui va scintiller pour célébrer cette deuxième étoile pour l'équipe de France vers 22h. Et puis à chaque heure, il y aura un scintillement spécial ce soir. Voilà Mémé. Ok, on continue jusqu'à 1h du matin donc à débriefer cette belle victoire des Bleus. J'ai l'impression, mon cher Messaoud, qu'Hervé Penaud a déjà commencé son après-match. Mes amis, on va filer directement dans le vestiaire des Bleus. Dans le vestiaire des Bleus. Ouais, avec une petite vidéo car on est partout. Bon, ça a été tourné par Lucas Hernandez et puis Lucas l'a mis sur ses réseaux sociaux. On vous en fait pas. Elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle. Et maintenant la coupe. Je vais vous montrer ça. Vive la France! Attendez, j'ai un petit truc à vous montrer. Et ouais, elle est là. Elle est là. Et ouais, elle est là. C'est qui trop fort? Mais vous vous rendez compte quand même comment c'est extraordinaire pour lui. Le truc de fou quand même. Exceptionnel. C'est comme Benjamin Pavard, on en parlait tout à l'heure. Mais tu te rends compte, les mecs, le bonheur qu'ils ont. Je suis champion du monde. Exactement. Tu te rends compte? Après, ça va être dur. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est extraordinaire quand même. Moi, ça me fascine. Tu touches le sommet là. Mais ça me fascine. Je trouve ça. Je voyais Varane derrière à un mois d'intervalle. Champions League, Coupe du Monde. C'est top ici. Champions League, ça fait 4. Et en plus, comme Paul Le Guen vient de lui remettre le ballon d'or, là, franchement, ça doit être en plus, ce qui est quand même extraordinaire, tu vois, c'est que la Coupe du Monde, on sait tous ce que c'est. La Ligue des Champions, le trophée ou non, le championnat d'Europe. On a une idée. Le championnat d'Europe. Attention à ce que tu vas dire. De 2016. L'euro. En même temps, là, l'euro. Attention à ce que tu vas dire. Non mais l'euro. Attention au prochain. Il est beau. Moi, le trophée? Oui. Beau trophée quoi quand même. Oui, non mais c'est important. Non mais la Coupe du Monde, tu demandes à n'importe qui, ils vont tout de suite te la représenter. En Europe aussi, mais le trophée de... Tu rappelles, c'est le petit truc. Non, j'en suis la incapable. coupe Henri Delaunay, voilà. Mais une coupe assez classique, on va dire. Non mais c'est vrai que le trophée... Une coupe discrète, Joe, à ton image. La Coupe du Monde, c'est tellement beau, t'as envie de la caresser tout le temps. Ça me fait mal ce qu'il vient de dire. C'est un truc de dingue. Excuse-moi. Mais petit, je rebondis sur ce que disait Paul Le Guen tout à l'heure là. Paul commençait à nous dire, tiens, et sans nommer le Ballon d'Or France Football, en disant pour une distinction individuelle, il verrait mieux peut-être Varane. Varane, Mbappé, voilà. On cherche un peu qui pourrait être favori du Ballon d'Or France Football à la fin de l'année. Obligé. Non, mais là aujourd'hui, on va le mettre sous le prisme français, mais je pense qu'ils y seront, mais après tu crois pas qu'à partir de septembre, quand les deux extraterrestres vont recommencer à mettre des doublés et des triplés tous les week-ends, sachant qu'il y a Ronaldo qui a gagné la Ligue des Champions quand même, non, je sais pas. Après, c'est pour ça que peut-être Kylian Mbappé a un avantage éventuellement sur Raphaël Varane, parce que lui, c'est un attaquant. D'abord, on sait qu'il y a toujours une prime aux attaquants. Il a marqué des buts, c'est ça qui reste un peu plus dans l'imaginaire de tout le monde. Et qu'en plus, sur le début de saison, il a plus par ses buts, par des actions spectaculaires, la capacité à marquer, à continuer à marquer les esprits qu'un défenseur central qui va juste faire bien son boulot. Il y a un côté sensationnel en fait, c'est ça. D'ailleurs, c'est même pas une question de valeur, parce que déjà c'est difficile à quantifier, mais voilà, mais le côté sensationnel, encore une fois, je pense que ça a été une onde de choc Mbappé. Et qui s'est vraiment répondu, et tout le monde en a parlé. Et si on revient quand même aux origines de la création du Ballon d'Or, notamment l'un des créateurs que Sébastien Tarago avait rencontré il y a quelques années de cela, c'est Jacques Ferrand qui nous parlait de l'origine du Ballon d'Or. C'était et vous l'avez dit, une distinction. Quelqu'un qui s'était distingué cette année-là. Voilà. Alors maintenant et depuis quelques années avec le duo Messi-Ronaldo, ça s'est transformé. Quel est le meilleur joueur du monde? Voilà. Meilleur joueur du monde, ok, c'est peut-être Ronaldo, c'est peut-être Messi, mais celui qui s'est distingué cette année, c'est peut-être, enfin, va peut-être falloir, vous travaillez pour France Foot, réaffiner et réaffirmer peut-être ses critères. Bien sûr, il y aura peut-être aussi un rééquilibrage, parce que par rapport à ces dernières saisons ou les années de phase finale, le collège des votants était réparti en 3, les sélectionneurs, les capitaines de sélection, donc les joueurs, et les journalistes. Et pour pas
toute façon, les votes sont publics. Par exemple, quelqu'un comme Schneider, qui avait fait triplé en 2010 plus finale de Ligue des Champions, avait été le vote des journalistes, parce qu'on trouvait qu'il avait accompli le plus de choses individuellement et collectivement. Or, le vote des joueurs, c'était Messi qui, lui, s'était arrêté en quart de finale de la Coupe du Monde. Parce que les joueurs, eux, votent pour quel est le meilleur joueur avec qui j'aimerais jouer, en fait. C'est ça la question. Là, c'est redevenu depuis un an le collège des journalistes. On peut imaginer que le côté palmarès, le côté accomplissement collectif va reprendre un sens un peu plus grand que ce qu'on fait individuellement. On en reparlera évidemment. Des entraîneurs et des joueurs, c'était pas bien. En tout cas, ils votaient plus pour la valeur absolue du joueur que sur qu'est-ce qu'il a fait pour son équipe, qu'est-ce qu'il a fait pour dans l'année avec le palmarès, des choses comme ça. Voilà. Par exemple, l'année où Ribéry fait triplé en 2013, Ronaldo ne gagne pas un trophée, mais il marque énormément de buts. On vote pour Ronaldo. Enfin, on vote. Le collège avait voté pour Ronaldo. On va passer à Deschamps qui rentre au Panthéon. Alors, à la fois au Panthéon du sport français, mais ça, on y était habitué, mais maintenant au Panthéon du sport mondial, puisque joueur, il avait gagné la Coupe du Monde en 98. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il la regagne. Seules deux légendes du football ont fait cet exploit, Mario Zagallo, le Brésilien, et Franz Beckenbauer. Deschamps est-il désormais intouchable? On va filer du côté de Moscou, près du stade Loujniki, où nous attend le toujours mouillé, mais il commence un peu à s'assécher. Le volume de ses cheveux commence à reprendre forme. J'ai nommé Guillaume Dufy. Au Panthéon ou pas? Attention, c'est Head & Shoulders qui vous parle. Ouais, une belle pub pour une marque de shampoing, merci Olivier. Oui, je pense qu'effectivement aujourd'hui il est intouchable. En 2 ans, il a quand même réalisé à faire quelque chose de tout à fait exceptionnel, une finale d'Euro perdue certes à domicile contre le Portugal. Et là, très franchement, que faire de plus, de mieux, une finale de Coupe du Monde gagnée dans la difficulté avec un effectif hyper rajeuni. Alors vous allez me dire effectivement c'est lui qui l'a choisi, mais encore une fois on finit cette Coupe du Monde avec sur le terrain Pavard, Hernandez, Nzonzi, Tolisso, des gens qu'on découvre petit à petit. Nzonzi ne savait pas ce que c'était que le maillot de l'équipe de France il y a quelques mois encore. Et je pense que effectivement on peut toujours disserter sur la philosophie de jeu et parfois ce fut soporifique, mais il a réussi quelque chose d'assez remarquable, de faire comprendre à ces joueurs talentueux qui ont de l'or dans les pieds, qu'il fallait défendre et bien défendre ensemble pour gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, à un moment je me suis posé la question si les jours qui précédaient cette rencontre, s'il n'allait pas partir après s'il gagnait. Voilà, partir comme un prince après un titre suprême. Mais j'en ai discuté avec quelques-uns de mes collègues qui sont aussi bien informés, voire plus que moi, et qui m'ont dit non, il va rester et certainement aller au bout de l'histoire avec cette jeune équipe pour l'Euro 2020. Merci Guillaume, parce qu'au moment où vous parliez, j'étais en train d'écouter Johan Micou et vous me disiez, bah non, mais tu parles pendant que Guillaume parle. Non, mais peut-être que l'idée de partir comme ça sur ce titre, le titre au summum. C'est vrai que c'est marrant, il évoque, je me pose la question de savoir si il ne s'est pas posé lui-même la question de savoir si c'était pas le moment d'arrêter. En tout cas, vous avez vu. Apparemment, ça a posé la question. En tout cas, vous avez l'éclairage. De volonté, quoi. Hier, on était ensemble déjà Paul Le Guen avant cette finale, et vous avez dit aux téléspectateurs de l'équipe du soir. Le bon conseil, enfin vous conseillez à Deschamps de gagner cette finale. Pourquoi? Au-delà de la victoire, au-delà du titre. Parce que je pense que cette victoire, effectivement, le rend intouchable. Guillaume disait, il a fait la finale de l'Euro, puis il gagne la Coupe du Monde. J'ai envie de dire, c'est très différent. Faire la finale de l'Euro, j'ai envie de dire, c'était un semi-succès, mais un semi-échec aussi, parce que ça se jouait à domicile, parce qu'on pouvait considérer que la France avait peut-être le potentiel de gagner cet Euro. Excusez-moi, c'est pas Usain Bolt, c'est le président Macron. Voilà. Je suis désolé, Paul. Non, c'était bien plus important de regarder, c'est vrai. J'allais dire, mais cette victoire, elle change tout, évidemment. La victoire d'aujourd'hui le rend intouchable. J'ai envie de dire, il fait ce qu'il a envie, il reste, il part, il fait comme il veut. Et c'est très bien comme ça. Il a mérité ce statut-là. Et voilà, il continuera son chemin comme il l'entend. Immunité. Ah, papa Pomoni. Comme ça. Eh ben, on va marquer une petite pause dans quelques minutes.
On revient sur le plateau de l'équipe du soir, un plateau avec énormément aussi de vision, Champs-Élysées, Champ de Mars, Moscou. Le plus important, c'est en plateau quand même, ici. Non, c'est la caméra 6. La caméra qui vous filme, mon cher Étienne Moitié. C'est celle-là. Regardez le beau gosse. Voilà. Vous lancez la pub, s'il vous plaît. Les Champs-Élysées, c'est rien, on passe à la pub, mais on vient très vite nous voir. Parce qu'il y a Joe Micou, il y a Paul Le Guen et Olivier Rouillet. Et Dave Apadou, c'est oui, j'avais oublié. notre Dave. Le Perra. Voilà, c'est honteux. Et on peut aller là-bas après les rejoindre là. En 98, on était en train de parler de Deschamps qui est désormais intouchable. C'est vrai qu'il est illégal, il rejoint des légendes du foot. Zagallo, Beckenbauer, ça devient une légende du foot mondial, notre Didier Deschamps. Oui, ça devient, ça l'est, heureusement. Heureusement. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques semaines, et je pense que ce match contre l'Argentine, ils l'ont dit d'ailleurs, parce qu'il a été tendu jusqu'à ce match-là, parce que c'est après que en fait l'équipe de France bascule, mais jusqu'à ce match-là, il était vraiment pas serein sur même son avenir. Il était critiqué, il pouvait être même discuté, peut-être même remis en cause en cas d'échec à partir des huitièmes. Là, effectivement, avec cette victoire, mais je rejoins Paul. Moi, je pense que c'est capital d'avoir gagné, parce que mine de rien, Deschamps, la culture de la gagne, ce qui était vrai dans sa deuxième partie de carrière de joueur, mais en tant qu'entraîneur, finalement, à l'arrivée, ça faisait finale de l'Euro perdu, finale de Ligue des Champions perdu avec Monaco. Si tu perdais en plus la finale de la Coupe du Monde, mine de rien, ça veut dire que tu pouvais commencer un petit peu à être... C'était un loser. Non, pas loser, mais je veux dire, en tant qu'entraîneur, le côté culture de la gagne, il était moins facile à mettre en évidence si tu perdais 3 finales majeures quand même. On parle pas de la même chose. Considérer que donc, la défaite de Monaco en finale de Ligue des Champions, il amène une équipe qui est une équipe, franchement, qui vient de nulle part, il l'emmène jusqu'en finale de la Ligue des Champions. L'Euro, il arrive quand même d'une période quand même un peu de disette et il l'emmène en finale, c'est quand même pas rien. Et là, sur la Coupe du Monde, donc je veux dire que ce soit uniquement ce match-là qui soit la bascule pour faire de Deschamps ou un loser ou un winner, je trouve que c'est un raccourci. Tu perds contre le assez caricatural. Tu perds contre le Portugal sans Ronaldo. Et je pense pas en plus que lui était en difficulté personnelle si jamais il y avait une élimination avant. Lui pouvait choisir de partir de lui-même, mais je peux vous dire qu'il n'y avait aucune chance et aucune possibilité que Noël Le Graët licencie Didier Deschamps à partir du moment où il n'arrivait pas en demi-finale. Ça pouvait être discuté. Sur le climat autour de Deschamps, là, il a l'immunité, c'est ce que nous a dit Paul. Zidane, on va attendre donc. Ça lui offre ça aussi. Sauf si lui quitte. Sauf s'il lui part. S'il n'a pas l'immunité après ce titre. Non, mais ça lui offre aussi. Bien sûr, mais tant mieux. Mais laissons-le. En plus, il l'a dit, tu vois, on l'a tous dit ici, il a créé une équipe qui est en devenir. Donc laissons-le travailler maintenant avec cette équipe. Et peut-être qu'il mettra un petit peu plus de jeu dans son équipe. Donc moi je trouve que c'est bien pour lui et en tout cas c'est hyper mérité. Paul, ça tombe bien parce que je crois que Zidane n'est pas pressé. Zidane il a le temps, Zidane n'est pas derrière la porte à attendre un travail et un rôle au sein de l'équipe de France. Ça serait arrivé, il l'aurait peut-être accepté, mais il n'est pas de ce genre-là à attendre et il n'est pas pressé. En sachant que ça viendra à lui. Oui. Guillaume Dufy sur Deschamps, sur les conséquences de cette victoire, sur la carrière, sur l'avenir de Deschamps. Vous vouliez intervenir, on vous écoute mon cher Guillaume. Alors oui, effectivement, il met un peu de pression sur son éventuel ou futur successeur, dont le palmarès sera évidemment comparé à ce que vient de commettre Deschamps, qui a repris cette équipe en 2012, un quart de finale de Ligue des Champions de Coupe du Monde perdu contre le Brésil, une finale d'Euro, une victoire. Après moi, sur cette Coupe du Monde, il y a un moment qui m'a marqué chez lui, c'est son explosion de joie après la qualification contre l'Argentine, peut-être encore plus forte et impressionnante à voir que ce soir, parce que contre l'Argentine, il jouait un peu aussi peut-être sa vie, sa carrière de sélectionneur, et il avait évidemment des doutes, un peu comme tout le monde, après une première phase K1-K, et au coup de sifflet final contre l'Argentine, il a vraiment explosé avec son staff, une joie exceptionnelle et assez rare chez lui, qui est plutôt mesurée d'habitude. Ok, on va passer à l'année Griezmann, mais juste avant un petit détour du côté du vestiaire des Bleus. On a découvert une séquence inside dont filmait
par Lucas Hernandez. On va refaire exactement la même chose, mais avec Presnel Kimpembe, joueur du Paris Saint-Germain, et désormais donc champion du monde. Oui, Jeanne Micou, vous connaissez parfaitement la chanson interprétée. L'auteur, c'est de qui? Ça s'appelle une patate. Je suis un très mauvais passeur. C'est quand même impressionnant ce qu'on voit là. Je sais pas, ça aurait été une référence à une chanson. Il y a 20 ans, en 98, il n'y avait pas ça, hein. Il n'y avait pas, ou très peu. S'il y avait déjà les portables. Alors oui, je veux dire, il n'y avait pas les smartphones. Je pensais que tu disais il n'y avait pas toute cette joie-là, etc. Non, il y avait les portables, mais il n'y avait pas les smartphones. Avec Olivier ce soir. Mais oui, tu es toujours en train de m'agresser, c'est affreux. C'est clair. Mais tout de suite, c'est ce besoin quand même de tout de suite le partager avec tout le monde. Ouais, moi, c'est font partie de cette génération. Oui, non, mais complètement. D'ailleurs, on le voit, Hernandez, 20 piges, Kimpembe, 20 piges. C'est vraiment un truc aussi totalement nouveau. Et ça confirme d'ailleurs à tout ce qu'on peut voir avec les gens qui viennent fêter dans la rue, ce besoin. Il y a cette génération-là, cette façon dont vit notre jeune société, moi je trouve... Des fois ça me gêne, mais je trouve ça quand même hyper cool. Kimpembe, il a un rôle, tous ceux qui sont nos reporters autour de l'équipe de France le racontent, extrêmement important. C'est lui un des moteurs de l'ambiance qu'il y a dans cette équipe, un peu comme Candela l'était en 98. Donc c'est pas factice, c'est une vraie joie. Il la montre à tout le monde. Et en tout cas, il a une vraie activité au sein du groupe qui fait qu'il y a cette ambiance-là et qu'il y a cette envie collective. Vous assistez à l'équipe du soir, la scène sur les Champs-Élysées. On revient dans le vestiaire des Bleus parce qu'il y a plein de petits morceaux comme ça de vidéos qui sont filmés par maintenant les idoles, les icônes. Voilà. Notre vidéaste là maintenant après Kimpembe, après Hernandez, c'est le Marseillais Florian Thauvin. On regarde cette petite séquence de joie, je suppose qu'on va découvrir ensemble. Voilà, oui, c'est la génération portable. C'est comme ça. Voilà. Regardez, le vieux con. T'es vieux. Mais oui, mais c'est comme ça, Jo. Non, mais c'est le plaisir, c'est de partager avec tes potes. Oui, mais on n'y peut rien. Alors après, mais non, mais j'étais en boîte de nuit l'autre jour. J'étais en boîte de nuit l'autre jour. Oui, ça m'arrive. Non, excusez-moi. J'étais en nightclub l'autre jour. Ah d'accord. Et je vois des petites qui étaient en train de danser comme ça avec le smartphone. Et c'est bien. Mais non, c'est pas bien, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais j'ai le droit de dire que ça me... Mais évidemment, quand t'es dans le vestiaire, tu fais des champignons, tu fais ça avec tes potes, là, tu les vois pas tous. Je sais pas, ils fêtent, mais en même temps, ils ont le... Mais c'est tellement important pour eux, maintenant. Au moins, tu sais ce que tu fais, c'est 30 secondes, pose-le, filme et fais ton délire. Mais le truc, tu vois même de la part de Cristiano Ronaldo, qui fait exactement la même chose, et qui met plein d'images comme ça. Moi, j'ai été le premier surpris, mais maintenant, on est obligé de s'habituer. Moi aussi, je suis vieux con, je suis comme toi. Mais non, attends, toi pas. On est obligé de comprendre que maintenant ça passe que par ça. Mais là c'est plutôt agréable de les avoir ces images-là. Oui, les images c'est. Là c'est agréable. On est juste après le titre. Ils viennent de célébrer. Nous on a envie. On n'a pas un reporter qui est à l'intérieur du vestiaire pour nous donner ces images-là. Moi je les prends et je les vois. Ça casse un peu le moment, tout ça, avec toujours ces images, ces 6. Oui, comme ça je me sens un peu champion du monde. Mais quand ils font ça, c'est 30 secondes. 30 secondes, ils font une demi-chanson, même pas. Ils reposent et après ils font la fête. Ils sont pas là pendant 2 heures. Paul, je vous trouve dur. Paul, non, parce que l'autre il veut se mettre les jeunes dans. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai. T'as envie d'être vieux, sois vieux. Laisse-nous. T'as envie d'être vieux. C'est quoi cette voix là? Enfin tu souris. Ah bah yo, il a fallu ça pour que tu souris. Ça, tu vois, c'est des réflexions de con ça. Ah voilà. C'est des réflexions de con. C'est dingue ça. Vieux con. Mais non, mais de con parce qu'après il y a des mecs qui t'attaquent parce qu'ils disent ah t'as vu Dave il a dit comme si j'étais pas content. Non mais c'est nul ça. Moi je trouve ça nul à chier. Ils vous attaquent sur les réseaux sociaux. Paul Le Guen, sur cette image on voit c'est vrai Florian Thauvin avec les autres derrière qui sont également qui fêtent mais qui se parlent plus, qui sont là. On a fait une bonne émission Paul ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi ça me passionne pas de voir ces images-là.
contrairement à toi. Moi, je m'en passerai. Après, ça me dérange pas non plus. L'essentiel, c'est que ce soit fait après la compétition, après l'obtention du titre. Bon, voilà, ils sont excusés. Moi, je trouve ça marrant. Est-ce que parce que nous, d'une certaine façon, nous, ça nous gêne parce que nous, on l'a vécu, alors à différents titres, pour une Coupe de France, pour un titre, etc. Et on l'a peut-être vécu différemment. Mais on s'est resté entre nous, on aurait commencé à... Oui, mais Paul, c'est justement pour ça. Etc. Et c'est pour ça que je reviens on aurait vécu les choses différemment. Après, encore une fois, ça ne me gêne pas. Mais je compare ces images, par exemple, à celles du Real de Madrid après la qualification ici au Parc. Je ne sais pas si vous les avez en tête. Des images entre joueurs se congratulant. J'avais trouvé ça voilà, ils étaient ensemble après un moment difficile. C'était pas eux qui filmaient. Je trouve que c'était pas eux qui filmaient. Grosse différence. Avec eux. Mais après, moi je trouve ça agréable. Je m'en fiche. C'est peut-être une réaction de journaliste. Et moi je trouve ça agréable d'avoir des témoignages de ce qui se passe au réel. Et ça existait aussi à d'autres époques. Il y a les images et les fameuses de Michel Platini qui danse en caleçon donc, après la victoire. Ça a été filmé. Aujourd'hui on est ravis d'avoir ces images-là et de les voir. C'est un témoignage de ce qui s'est passé. Aujourd'hui ça c'est des petits témoignages plus en temps réel. Mais ça ne me dérange pas, ça me plaît même. Moi, ça me dérange pas, c'est bien, tout le monde le voit, c'est sympa. Mais c'est le fait qu'il l'ait avec eux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un filme, et que les mecs, ils partagent le truc avec eux, et qu'ils soient pas tous là en train de faire une vidéo. C'est encore pire. Là, je t'assure, parce que bon, moi, je mate, pendant que vous parlez, je mate les écrans, et bah, Taoum Titi. Tu t'en fous, quoi, de ce côté. Mais Taoum Titi, 2 minutes après, il est sur le terrain en train de se filmer avec son téléphone. Ah bon, j'en sais rien. Je vois Guillaume Dufy qui est en train de consulter également son smartphone, mais il n'est pas sur le plateau de l'équipe du soir, donc ça ne compte pas. Est-ce qu'il peut faire une vidéo? J'ai l'impression que Guillaume est en train de consulter pour faire Vous étiez en plein selfie, c'est ça? Vous aviez complètement basculé en train de faire une vidéo personnelle? C'est ça, Guillaume? Non, absolument. Je me méfie des vidéos et des selfies. Non, je lisais juste le programme des réjouissances demain. La Fédé vient de communiquer. On va savoir ce que vont faire les Bleus demain. On le sait. Si vous avez un moment, je peux vous les lire. Donc défiler sur les Champs-Élysées de 17h30 à 18h30. Et ensuite, à partir de 18h30, il y a une réception à l'Élysée, auquel Olivier, évidemment, vous ne serez pas convié. Donc voilà, si le public français a envie de saluer ces champions du monde, rendez-vous vers 17h sur les champs. Les Bleus défileront comme ils l'ont fait en 98. Et 98, j'y étais, c'était un souvenir encore très, très présent à mon esprit. Guillaume, restez en ligne. Paul et Étienne aimeraient vous poser une question, faire un commentaire. Non, juste pour ajouter donc la fin du programme, ce qui est prévu, en tout cas ce qui était prévu hier, c'est qu'ensuite les joueurs aillent à l'hôtel Crillon, donc on livre un peu les messages s'ils veulent aller les empêter, mais normalement c'est une réception strictement privée. Paul? Non, mais ils pourraient passer à l'équipe du soir vers 22h, ils auront certainement fini. C'était dans le journal. Ah là, oui, peut-être. L'appel est lancé. Bah écoutez, l'appel est lancé par Paul Le Guen et va être relayé par Guillaume Dufy. Bon courage. Je vais envoyer un SMS de suite à Didier Deschamps pour lui proposer de venir débattre autour de sa Coupe du Monde avec Paul, Johan, Olivier, Dave et vous, Olivier. Je vous remercie. Merci. Je suis pas sûr qu'ils disent oui. Hein. Non, mais c'est ta mission là. Avec vous, il va dire oui, évidemment. On va passer à l'année Griezmann, une très très belle année Griezmann, une victoire donc en Ligue Europa, puis là, le Graal, la fameuse Coupe du Monde. Et on va parler de son match. Est-ce que c'est une finale à l'image finalement de son mondial? On a cherché un peu Griezmann, nos points de référence c'était l'Euro 2016. Est-ce que là, le match de Griezmann, ça résume un peu ce mondial? Complètement. Je suis pas sûr, moi, je trouve. Ah bah, écoutez, on va faire un duel alors. Enfin, un duel. Dave Vapadou face à Étienne Moati. Je suis en train de perdre ma voix, j'ai un affreux chat dans la gorge. En régie. Moati contre Apadou. Ouais, je vous laisse du temps, évidemment, moi je suis en plein confort. On y va, généralement, je prends la suite. Vous pouvez parler dans cette dire de quoi? Je sais pas. Envoyez-le ce cadre, là, ce duel. Ça là. Mais ça rame, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Mathieu Maes, il fait. En finale, on n'a pas des champions du monde quand même. Il est dehors. Mathieu, c'est pas moi, Mathieu, c'est Paul. C'est Étienne. Ça part dans tous les sens. Bravo. Et c'est finale à l'image de son mondial. Étienne, vous avez dit oui? C'est ça?
Oui. Allez, vous commencez. Eh ben, oui, je trouve que c'est une finale qui ressemble plutôt au mondial d'Antoine Griezmann parce qu'il s'est mis beaucoup au service de l'équipe. Il lui a peut-être manqué ce qu'on imaginait au départ de la compétition, c'est-à-dire un joueur brillant qui fait des différences individuelles, mais il a été jusque dans le pénalty, un peu comme les matchs précédents. C'est lui qui vient le marquer, qui délivre quand même l'équipe de France. Et puis ensuite, il travaille pour l'équipe et il vient redescendre un peu pour organiser le jeu de l'équipe de France quand elle en a besoin. Donc un match qui, à l'image de son mondial, c'est pas brillant mais extrêmement utile. Non, moi je trouve qu'il a fait son meilleur match du mondial. Pendant une grande partie de ce mondial, je l'ai vu courir après son talent, effectivement, se mettre au service du collectif, mais parfois statistiquement s'en tirer de manière flatteuse par rapport à son apport. Aujourd'hui, moi je trouvais que son apport était fondamental. Je l'ai trouvé juste dans tout ce qu'il faisait. Je l'ai trouvé décisif. Je l'ai trouvé inspiré, j'ai trouvé qu'il faisait des différences balles au pied, ce que je ne lui avais pas vu faire pendant cette Coupe du Monde. Je l'ai vu éliminer des joueurs, je l'ai vu déterminant sur le fond comme dans la forme. Ok, Dave Apadou face à Étienne Moati, compte Twitter de l'équipe du soir, vous pouvez trancher, vous êtes d'accord avec Étienne, vous votez Étienne, vous êtes d'accord avec Dave, vous votez Dave. Président. Oui. Non mais en fait je suis un peu d'accord avec eux deux, mais je trouve que c'est son meilleur match. Mais je trouve que c'est un peu à l'image de ce qu'il a fait dans le mondial. C'était pas transcendant, mais ça a été vachement utile à cette équipe et aujourd'hui, et je trouve que c'est monté en puissance sur les matchs. Donc je sais pas quoi dire. Oui, ok. C'est l'image, mais c'est aujourd'hui son match le plus. Il tranchera. On n'est pas. Voilà, en plus, on n'est pas si éloigné que ça. C'est vraiment une affaire de sémantique. Ça se joue à pas grand chose. Le public tranche. Oui, voilà. Mais je le trouve tellement précieux pour cette équipe. Surtout voilà, aujourd'hui encore plus parce qu'aujourd'hui il est tellement utile. Paul, c'est une finale, un match là, à l'image de son mondial. Oui, non. Je trouve qu'il fait un bon match ce soir. Il fait un match d'équipe. Il joue vraiment pour l'équipe. Je le trouve un peu victime de la stratégie, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de ballons joués pour Giroud et d'éventuels deuxièmes ballons, mais ça ne l'a pas découragé. Il a continué à se battre, à essayer de se montrer disponible, et au final, c'est vrai, il marque le pénalty, il fait la passe à Pogba, donc plutôt bon match, oui. Une belle finale. Olivier. Ouais, non, moi plutôt d'accord avec Étienne. Oui, il fait un bon match, certes, mais je ne l'ai pas trouvé meilleur que contre l'Uruguay, par exemple. Où j'avais vraiment trouvé très discipliné, très intelligent dans la façon dont il revenait. Là, pareil, il n'a fait que confirmer son nouveau poste, sa nouvelle façon d'évoluer dans cette équipe de France. Donc oui, un match à l'image de son mondial, d'accord avec Étienne. C'est drôle parce que les qualificatifs qu'on a posés à Griezmann à l'Euro 2016, c'était plutôt décisif, c'était plutôt sautillant, c'était plutôt... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle presque d'un autre joueur. Ouais, mais il y a aussi l'arrivée de Mbappé. Voilà, il y a l'arrivée de Mbappé, et puis c'est un joueur tellement intelligent qui s'adapte aussi aux autres joueurs. Et c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, alors après peut-être je me trompe parce que je suis pas un interne, mais ce que je vois moi de l'extérieur, c'est pas un mec qui tire la couverture à lui, qui veut être sur le devant de la scène. Il y a des joueurs qui veulent prendre un peu le leadership de cette équipe, mais lui, il le dit pas ouvertement, mais je pense que c'est quand même le patron technique de cette équipe. Et quand il faut calmer, c'est lui qui calme. Quand il faut accélérer, il accélère. Donc je trouve que voilà, il est pour moi indispensable à cette équipe. Il a su adapter aussi son jeu par rapport aux nouvelles stars de l'équipe. Et tout à l'heure, on a fait un espèce de mini-débat qui méritait plus entre Varane et Mbappé d'être le candidat au Ballon d'Or pour cette équipe de France. Mais il y a Antoine Griezmann qui a quand même gagné la Ligue Europa, qui fait un mondial où au niveau statistique, au niveau de sa disposition, sa mise à disposition pour l'équipe, a été finalement bon, un candidat. Et comme il a un peu l'antériorité dans les Ballons d'Or, d'être déjà un peu dans les listes, je pense que c'est il gagne la Ligue Europa en mettant un doublé en finale. Ouais. C'est ce genre de choses. Voilà, quand tu gagnes, c'est bien. Mais encore là. Et là, voilà. Bien sûr, mais voilà. Et en plus, voilà. Statistiquement, sur ces deux finales, il pèse. Je suis d'accord, hein, ça peut peser aussi. Regardez, on a une image à vous proposer à Moscou. On va la regarder. On me dit qu'il y a le papa de Kylian Mbappé. Le voici, le papa de Kylian, c'est Wilfried qui est tout sourire évidemment. Son fils a marqué. Les Bleus sont champions du monde. Donc la story, la belle histoire continue. Si le Real appelle, qu'ils répondent pas. Hein. Génération avec les Bleus. Copa en 58, génération Platini 82, 84, 86, génération Zidane, ok. Là, c'est quoi comme équipe? Si on devait apposer génération autour de génération Griezmann. Dur à établir, moi je trouve. Génération, c'est l'équipe de Griezmann. On tourne autour d'un truc, autour de Griezmann, mais il y avait aujourd'hui, je crois, qu'il y a plusieurs leaders dans cette équipe.
Moi je pense que c'est assez rare, non? C'est assez unique par rapport. Dans l'histoire des Bleus, à chaque fois. On dit la génération Zidane, mais il y avait quand même des leaders dans cette équipe aussi. Ouais. Non, mais il y avait quelqu'un qui ressortait. Ouais. Et en général même. Une incarnation. Une incarnation. Dans ce qu'on disait, on disait pour qu'il y ait une équipe de France, il faut qu'il y ait un très grand milieu de terrain, un très grand numéro 10. Là, cette équipe-là. Parce qu'on avait cette tradition. À balayer tous nos standards. Vous verrez que ce sera la victoire de l'entraîneur. C'est ça qu'on va retenir. Génération Deschamps. Oui, parce que c'est tellement marqué de sa façon de faire, de sa stratégie, que je suis convaincu que c'est ce qui va rester. Et t'as l'impression que c'est le personnage central de cette équipe aussi. Ouais, c'est aussi parce que le rôle, bien sûr. C'est aussi parce que le rôle de Griezmann a évolué. On vient d'en parler donc dans cette compétition. Si tout avait été centré sur Antoine Griezmann, qui est vraiment le leader, je suis d'accord avec Johan, le leader technique, celui qui vient faire le jeu, qui marquait les buts aussi, qui était les buts décisifs, même s'il l'a toujours été, celui qui marque des buts qui sont décisifs, on dirait quand même génération Griezmann, parce que quand on a dit Zidane, il y avait quand même Aimé Jacquet qui avait été le bâtisseur de cette équipe et le champion du monde en tant qu'entraîneur. On refile à Moscou, mais pas pour retrouver Guillaume Dufy, pour retrouver l'homme qui est toujours près des bars. Vous savez, l'homme qui est près des supporters. Ah ça y est, il est arrivé quand même, il est à la Casa Bleue. Ah, on l'a vu moins souriant que ça. Regardez, il rayonne. Notre Pierrot est aussi un peu champion du monde. Pierrot, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, une effervescence. Racontez-nous, mon Pierrot. Pour être honnête, nous sommes à la Casa Bleue qui est actuellement dans les locaux de l'ambassade de France ici à Moscou. Il y a énormément de monde qui arrive et on adore ça. Il y a une petite rumeur qui bruise d'une arrivée d'un certain Emmanuel Macron dans quelques minutes, une dizaine, quinzaine de minutes. Alors avec Tanguy, on va vous montrer un petit peu comment se compose cette Casa Bleue. On avance un peu, on se fait un chemin, voilà, on vous montre. Là, nous sommes actuellement à l'extérieur de la Casa Bleue. Beaucoup de monde qui est en train d'arriver. Le dispositif de sécurité également qui est en train de demander à tout le monde de s'aligner au cas où Emmanuel Macron passe ici. En tout cas, il y a énormément de monde. L'ambiance est en train de grandir ici. Les supporters ont mis du temps à revenir puisque le stade Louzhniki est assez loin. Mais là, ils sont bien présents comme vous le voyez. Merci beaucoup mon cher Pierrot. Voilà, donc vous allez rester à la Casa Bleue tranquillement. Nous, on va se quitter. Comment ça? Bah oui, on va se quitter. Bon, c'est notre mi-temps. Mais attention, l'événement continue sur la chaîne L'équipe pour fêter évidemment ce deuxième titre mondial. On va basculer du côté de Messaoud, donc qui va continuer de célébrer ce titre mondial, donc avec Messaoud Benterki, tous ses amis et ses invités autour de la terrasse. Vous voyez le petit plateau qui a été monté, qui est parfait. Ça se déroulera. Et puis nous, on va se retrouver aux alentours de 23h pour revenir sur cette belle finale gagnée par la France, donc finale. La, 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 la. On vous embrasse mes petits et on